Il existe sur le plateau de Gizeh des silhouettes de pierre qui semblent défier la mémoire du monde. Elles se dressent immobiles, comme si elles savaient quelque chose que nous avons oublié. On les appelle pyramides, et l'on raconte qu'elles furent érigées par les mains patientes des anciens Égyptiens. Mais si cette histoire n'était qu'un voile posé sur un passé plus obscur, si leurs blocs n'avaient pas été taillés au rythme des dynastiques connues, mais hérités d'un temps sans nom, les vents du désert glissent entre les pierres, portant avec eux des siècles de silence. Au cœur de cette énigme, chaque grain de sable pourrait être un fragment d'un récit effacé. Et derrière la certitude, il y a toujours une question. Qui vraiment a élevé ces géants ? Elles sont là, depuis si longtemps que même la mémoire des hommes semble s'y être dissoute. Les blocs de calcaire et de granit s'emboîtent avec une précision qui ne devrait pas survivre à des millénaires de vent et de sable. Chaque jointure est si fine qu'aucune lame de cuivre, aucun fragment de roseau ne peut s'y glisser. Pourtant, ces pierres ne disent rien. Elles ne racontent pas leur extraction. Elles ne décrivent pas les mains qui les ont façonnées, ni les chants qui auraient pu rythmer leur mise en place. Elles se contentent de se tenir, immobiles, sous le ciel implacable d'Égypte. Leur silence est d'autant plus étrange que l'on connaît la richesse narrative des anciens Égyptiens. Ils gravaient sur les murs des temples des listes entières de tribus, des hymnes aux dieux, des scènes de la vie quotidienne. Ils enregistraient morteux et minutieusement la gloire des souverains, leurs conquêtes, leurs fêtes. Pourtant, sur les parois des pyramides elles-mêmes, rien de tel. Aucune fresque triomphale ne proclame « Nous avons bâti ceci ». À la place, il n'y a que la pierre nue, brute, presque froide, comme si la structure n'avait pas besoin, ou pas droit, de se justifier. Cette absence nourrit les hypothèses les plus sobres comme les plus audacieuses. Car si ces édifices avaient été construits par les dynasties que nous connaissons, pourquoi ce silence ? Était-ce une forme de sacré qui interdisait toute ornementation ? Ou bien est-ce que les bâtisseurs n'étaient pas ceux qui ont laissé derrière eux les textes que nous lisons aujourd'hui ? Peut-être ces monuments existaient-ils déjà lorsque les premiers pharaons ont pris possession du plateau de Gizeh, héritant d'un legs dont ils ignoraient eux-mêmes la pleine origine. Lorsque l'on observe attentivement la matière qui compose la grande pyramide, on découvre un récit plus ancien que les rois. Le calcaire blanc, jadis éclatant, provient des carrières de Toura à plusieurs kilomètres du site. Les blocs massifs de granit rouge, eux, viennent d'Assouan, à plus de 800 km au sud. Chacun de ces blocs pèse plusieurs tonnes, certains dépassant même les 60 tonnes. Transporter ces pierres avec les moyens supposés de l'époque demanderait non seulement une logistique colossale, mais aussi une connaissance technique que l'archéologie officielle peine encore à expliquer pleinement. En analysant les surfaces, les géologues ont constaté que certaines pierres portent des traces d'érosion qui évoquent non pas des siècles de vent, mais des périodes prolongées d'humidité. Cela impliquerait que certaines sections des pyramides ont été exposées à des pluies abondantes, un phénomène qui ne correspond pas au climat de l'Égypte depuis des milliers d'années. Ce décalage temporel suggère que les structures pourraient être bien plus anciennes que l'Ancien Empire, peut-être issues d'un âge où le Nil traversait des paysages plus verts, où le désert n'avait pas encore conquis la terre. L'absence de récits écrits ne signifie pas absence d'histoire. Les pierres parlent autrement, par leur forme, leur alignement, leur résistance au temps. L'orientation quasi parfaite des pyramides vers les points cardinaux révèle une maîtrise de l'astronomie qui étonne encore. Leur plan correspond à des calculs d'une précision rare, même pour des civilisations beaucoup plus récentes. Comme si les bâtisseurs possédaient une connaissance intime du ciel, une compréhension des cycles célestes ancrés dans chaque bloc. Les inscriptions qui existent à proximité, notamment dans les temples et les tombes plus tardives, semblent raconter une toute autre histoire. Elles décrivent les pharaons ordonnant des restaurations, des réfections, parfois des agrandissements, mais elles ne décrivent pas la première construction. C'est comme si les Égyptiens historiques avaient été les conservateurs d'une œuvre venue d'avant eux, la réparant, l'adaptant, mais sans pouvoir en recréer l'essence. Il y a dans les pierres de Gizeh une qualité qui dépasse la simple prouesse humaine. On peut presque sentir, en posant la main sur leur surface rugueuse, la compression des siècles, comme si le temps avait été aspiré dans leur masse. La nuit, lorsque le vent souffle du désert, on pourrait imaginer que les pierres respirent, qu'elles se souviennent. Mais elles ne disent rien. Leur mutisme est total, presque oppressant.
Des chercheurs indépendants ont proposé que certaines pierres, en particulier celles des fondations, pourraient avoir été façonnées à partir d'un béton antique, un mélange de calcaire broyé et d'argile moulé sur place. Si cette hypothèse est vraie, elle signifierait que la technologie employée était à la fois avancée et perdue depuis longtemps, ce qui renforcerait l'idée d'un savoir oublié, antérieur aux Égyptiens. D'autres théories évoquent donc des machines rudimentaires, des systèmes de levage disparus, ou même l'usage de procédés que nous ne pouvons pas encore identifier. Dans le désert, les pierres ont un langage particulier. Elles conservent les marques d'outils, les fissures dues à la chaleur, les arrachements causés par le temps. Mais ici, à Gizeh, beaucoup de blocs semblent en échapper à ces logiques. Les coupes sans s'arrendre sont franches, nettes, comme si elles avaient été faites par un tranchant invisible, et les surfaces s'emboîtent comme si elles. Est-ce rarement de grandes œuvres qui ne s'accompagnent pas d'un récit de fierté? Les temples, les citadelles, les statues portent presque toujours la marque de ceux qui les ont voulues. Ici, rien. Pas un nom, pas un visage, pas une revendication. Juste la permanence, implacable, de la matière. En s'éloignant du plateau, lorsque les pyramides deviennent des silhouettes lointaines sur l'horizon, on pourrait croire qu'elles se dissolvent dans la lumière. Mais leur silence continue de hanter. C'est un silence qui ne nie pas, mais qui attend. Comme si les pierres savaient qu'un jour, quelqu'un poserait la bonne question. Et alors, peut-être, elles parleraient. Derrière elles, d'autres indices se cachent. Non pas dans les blocs eux-mêmes, mais dans la terre qui les porte, dans les strates du plateau, dans les failles et les crevasses qui racontent un âge bien plus ancien que les rois de pierre. C'est là que commence la piste suivante, celle qui mène vers les traces avant l'histoire, enfouies sous le sable et les siècles. Sous le sable du plateau de Gizeh, il existe une mémoire plus ancienne que celle des hommes. Non pas une mémoire écrite, mais une mémoire géologique, lente et inaltérable, inscrite dans la pierre elle-même. Les couches calcaires du plateau, visibles par endroits dans les fissures et les excavations, sont comme les pages d'un livre que personne n'a pensé à lire. Elles racontent une époque où la vallée du Nil ne ressemblait pas au ruban fertile cerné par le désert que nous connaissons aujourd'hui. Elles évoquent un temps où l'eau modelait le paysage, où des pluies régulières s'est tombées sur un sol couvert de végétation, où le sable n'avait pas encore effacé les traces de ceux qui vivaient là. Les études géologiques menées au pied des pyramides ont révélé quelque chose de déroutant. Certaines pierres portent des marques d'érosion qui ne peuvent s'expliquer par le climat aride de l'Égypte depuis l'époque pharaonique. Ces marques, souvent comparées à celles que l'on observe sur des monuments exposés à des siècles de pluie battante, suggèrent que les structures ont connu une longue période dans des conditions humides. Cela renvoie à un passé qui remonterait à plusieurs millénaires avant les premières dynasties, peut-être même avant la naissance de ce que l'on appelle l'histoire. Autour des pyramides, là où le sable a été déplacé par des fouilles ou par le vent, des fragments de coquillages fossilisés apparaissent. Ce ne sont pas de simples curiosités, mais les témoins d'un environnement radicalement différent. Leur présence confirme qu'il y a eu, dans un passé très lointain, une interaction constante entre la pierre et l'eau. Cette eau, douce ou saumâtre, a façonné les blocs et pénétré les strates rocheuses, laissant des signatures chimiques que les chercheurs peuvent aujourd'hui mesurer. Le plateau lui-même semble avoir été choisi avec soin, non seulement pour sa position, mais pour ses propriétés géologiques. Ses couches inférieures, plus anciennes, offrent une stabilité exceptionnelle. Pourtant, même cette stabilité a enregistré des événements que les archives humaines ignorent, glissements, soulèvements, fissurations. Des traces infimes de ces mouvements persistent dessous la surface, comme des cicatrices effacées par le temps, mais encore visibles aux instruments. Ces indices pourraient signifier que la région a été témoin de bouleversements géophysiques majeurs, peut-être liés à la fin d'un cycle climatique ou à une catastrophe naturelle oubliée. Certains relevés au radar et aux techniques sismiques ont mis en évidence des anomalies souterraines, des cavités, des conduits, des zones de densité anormale sous les pyramides et le sphinx. Ces espaces ne sont pas nécessairement vides par hasard. Ils pourraient être des chambres artificielles effondrées ou remplies, ou des formations naturelles utilisées par des peuples anciens bien avant que les pharaons ne règnent. Leur disposition, parfois alignée avec les structures de surface, intrigue. Cela laisse penser qu'un savoir antérieur aurait exploité le plateau, non seulement comme un socle, mais comme une partie intégrante d'un ensemble plus vaste.
En comparant les données égyptiennes à d'autres sites archéologiques dans le monde, on retrouve une étrange résonance. Les marques d'érosion visibles sur certains blocs de Gizeh ressemblent à celles observées sur des mégalithes d'Amérique du Sud ou d'Asie, également entourées de théories sur leur ancienneté réelle. Ce parallèle ne prouve rien, mais il tisse un fil invisible entre des lieux éloignés, comme si différentes cultures avaient hérité d'un même savoir, ou avaient les vécu sous des conditions climatiques semblables à une époque très reculée. Le sol autour des pyramides conserve également des fragments d'outils et de poteries dont l'âge ne correspond pas toujours aux périodes officielles de construction. Ces objets, souvent relégués aux réserves des musées, sont rarement mis en avant car ils brouillent la chronologie établie. Certains pourraient appartenir à des cultures prédynastiques, mal connues, qui vivaient bien avant l'essor de l'Égypte pharaonique. Dans ce cas, le plateau aurait été un lieu d'importance bien avant qu'on y érige les monuments que nous voyons aujourd'hui. Il existe aussi des anomalies dans les orientations et les alignements des pyramides par rapport aux étoiles. L'explication traditionnelle les rattache à certaines constellations telles qu'elles apparaissaient il y a environ 4500 ans. Mais d'autres calculs, basés sur des précessions plus longues, suggèrent que ces alignements auraient été plus précis encore à des dates beaucoup plus anciennes. Si cela était vrai, cela impliquerait que la conception initiale, ou l'usage premier, du site remonterait à une époque où nos repères historiques s'effacent. Ce qui frappe dans toutes ces observations, c'est l'absence de transition claire. Entre les traces géologiques dont les plus anciennes et les premières de preuves archéologiques reconnues, il y a un vide. Un vide que le récit officiel comble en supposant que les monuments ont été bâtis directement à l'époque pharaonique. Mais si l'on accepte que les pierres portent des cicatrices plus vieilles que les rois, il faut alors admettre qu'une partie de l'histoire de Gizeh se déroule dans une obscurité totale. Une époque où la culture matérielle, les langues, les rites étaient peut-être radicalement différents de tout ce que nous connaissons. Dans les contes transmis par certains anciens habitants des villages proches du plateau, on retrouve des échos d'un passé qui n'apparaît dans aucun papyrus. On parle de géants silencieux, de bâtisseurs venus avant le désert, de savoir qui se transmettait par la pierre plutôt que par la parole. Ces récits, souvent ignorés par la science, forment pourtant une trame étrange qui rejoint, par d'autres chemins, les indices matériels relevés par les chercheurs. Les traces avant l'histoire ne sont pas seulement dans les pierres, elles sont aussi dans l'absence même d'inscriptions. Elles résident dans le fait qu'aucun récit égyptien antique ne décrit de façon précise la mise en place des fondations du plateau, comme si elles avaient toujours été là. Ce silence, couplé aux preuves géologiques, dessine l'ombre d'une origine qui n'appartient ni à l'histoire telle que nous la connaissons, ni tout à fait à la préhistoire. Peut-être que dans ce vide réside la clé, une époque charnière, oubliée, où des peuples aujourd'hui effacés de nos archives ont posé les bases d'un héritage monumental que d'autres tétros ont plus tard revendiqué. Les pierres, elles, ne contestent pas. Elles gardent au creux de leurs fractures et de leurs veines minérales le souvenir d'un monde englouti. Et ce monde commence à se révéler, non pas à travers les textes, mais par les empreintes invisibles que la pluie, le vent et le temps ont laissées dans la roche. C'est dans cette matière muette que se trouve le passage vers la suite, vers les architectures impossibles qui, malgré le poids des siècles, continuent de défier ce que nous croyons savoir de la main humaine. Elles se dressent avec une exactitude presque irréelle, comme si la main qui les avait tracées avait suivi une géométrie que nous ne faisons qu'effleurer aujourd'hui. Les pyramides, au premier regard, paraissent simples, 4 faces inclinées, convergeant vers un sommet, une base stable, des pierres empilées. Mais à mesure que l'on s'approche, que l'on mesure, que l'on calcule, cette simplicité se fissure pour révéler un réseau de proportions d'angles et d'ajustements qui échappe à la logique commune. La grande pyramide de Khéops, par exemple, est orientée vers les points cardinaux avec une précision stupéfiante. L'erreur d'alignement est si infime qu'elle défie les instruments rudimentaires attribués aux anciens Égyptiens. Même en supposant une maîtrise exceptionnelle de l'astronomie, le défi technique demeure. Comment tracer sur un plateau irrégulier une base parfaitement carrée de plus de 230 mètres de côté, avec un écart de quelques millimètres à peine? Chaque bloc disposé sur des assises régulières participe à un ensemble où la marge d'erreur semble réduite à presque rien. La question se complexifie lorsque l'on considère le volume total de pierres mobilisées. Près de 2,3 millions de blocs pour la Grande Pyramide, certains pesant plusieurs dizaines de tonnes.
Transporter, lever et ajuster ces masses dans une structure cohérente supposerait non seulement une organisation colossale, mais aussi des moyens mécaniques ou logistiques dont les traces sont rares, voire inexistantes. Les rampes hypothétiques, souvent évoquées par l'archéologie classique, présentent des difficultés immenses. Leur longueur, leur inclinaison, leur démantèlement, tout cela demanderait autant d'efforts que la construction elle-même. À l'intérieur, l'énigme s'épaissit. Les couloirs et chambres de la Grande Pyramide ne sont pas simplement creusés dans la masse. Ils sont taillés avec une rectitude presque absolue. Les parois, constituées de granit poli, présentent des surfaces lisses et régulières qui semblent avoir été usinées plutôt que façonnées à coups de hauteur manuelle. Dans la chambre du roi, les immenses poutres de granit qui composent les 1 le plafond pèsent chacune plus de 60 tonnes et ont été positionnées à une hauteur que même les systèmes de levage modernes auraient du mal à atteindre dans un espace aussi restreint. Les jointes entre certains blocs sont si étroits qu'ils semblent avoir été pensés pour résister à la pénétration du temps lui-même. Les variations de température, l'expansion et la contraction naturelle de la pierre auraient dû, depuis des millénaires, ouvrir ces interstices. Pourtant, ils restent d'une finesse troublante, comme si les blocs avaient été ajustés au point de se soutenir mutuellement sans l'aide de mortiers visibles. Les conduits, qui partent des chambres intérieures, ajoutent à l'étrangeté. Leur orientation précise vers certaines étoiles, leur diamètre constant, leur tracé presque rectiligne à travers la masse de pierre, tout cela pose la question de leur fonction réelle. Était-ce des passages symboliques, des alignements rituels, ou la partie visible d'un système plus complexe dont nous n'avons plus la clé? Leur construction, en tout cas, suppose une planification d'une exactitude absolue, car toute déviation aurait rendu impossible l'atteinte des points visés dans le ciel. Lorsque l'on compare ces réalisations avec d'autres structures monumentales contemporaines ou supposées contemporaines, la différence saute aux yeux. Nulle part ailleurs, dans le monde antique, on ne retrouve cette combinaison de gigantisme et de précision millimétrique. Les grands temples de pierre, qu'ils soient en grec, en mayas ou mésopotamiens, impressionnent par leur taille ou leur beauté, mais leur tolérance aux écarts de mesure est bien plus large. Ici, chaque pierre semble participer à un calcul global, comme si l'ensemble avait été conçu d'un seul geste. Certaines hypothèses avancent que cette perfection n'est pas seulement le fruit d'un savoir-faire technique, mais aussi d'un savoir théorique aujourd'hui perdu. La Grande Pyramide, par ses dimensions, semblerait intégrer des constantes mathématiques telles que P ou le nombre d'or, non pas de manière approximative, mais avec une précision qui suggère une intention délibérée. Était-ce le fruit du hasard ou bien le signe que les bâtisseurs possédaient une compréhension avancée de la géométrie et de la relation entre la terre et le ciel? Le granit utilisé dans les parties les plus difficiles d'accès provient d'Assouan à des centaines de kilomètres. On suppose que ces blocs ont été transportés par voie fluviale, mais cette explication ne résout pas la question du levage et de la mise en place. Les traces laissées par les outils sur certaines pierres ne correspondent pas toujours à celles que produiraient des ciseaux de cuivre. Des études au microscope ont relevé des marques qui pourraient indiquer l'usage d'outils plus durs que le cuivre ou de méthodes de coupe par abrasion inconnues à cette époque. Les architectures impossibles ne concernent pas seulement la Grande Pyramide. Les pyramides voisines, celles de Képhren et Mykérinos, présentent également des prouesses dans son assemblage et d'alignement, quoique sur une échelle légèrement réduite. Les temples attenants, comme celui de la vallée, utilisent des blocs de granit et de calcaire d'une taille si massive qu'on peine à imaginer leur déplacement sans engin. Certains blocs semblent même avoir été posés les uns contre les autres avec un tel ajustement que la lumière ne peut passer entre eux. Il est possible que nous sous-estimions la complexité des savoirs anciens. Nous cherchons souvent à tout expliquer par des solutions simples, rampes, leviers, cordages. Mais plus on examine les détails, plus ces solutions paraissent insuffisantes. Peut-être avons-nous affaire à un système technique qui ne laisse pas de traces directes, soit parce qu'il utilisait des matériaux périssables, soit parce qu'il s'appuyait sur des méthodes qui nous sont étrangères. En avançant entre ces murs, on ressent parfois que l'architecture elle-même est un langage. Chaque angle, chaque dimension, chaque alignement pourrait être une note dans une partition silencieuse. Si c'est le cas, alors ces édifices ne sont pas seulement des tombeaux ou des monuments, mais des messages inscrits dans la pierre, adressés à des yeux capables de les lire. Rien dans ces structures ne semble accidentel. La masse et la forme,
La position sur le plateau, la relation avec le Nil et le ciel, tout se conjugue pour produire une impression de cohérence absolue. Et cette cohérence est peut-être ce qui les rend si énigmatiques. Nous voyons l'ensemble, mais nous ignorons la signification du tout. Il existe des rumeurs, relayées par certains chercheurs et explorateurs, selon lesquelles des parties inaccessibles de ces monuments contiendraient encore des salles intactes, préservées depuis leur origine. Si elles existent, elles pourraient révéler non pas des trésors au sens matériel, mais des fragments de connaissances capables d'éclairer la nature réelle de ces architectures impossibles. Ce qui est certain, c'est que ces constructions, par leur perfection et leur durabilité, semblent défier la fragilité habituelle des œuvres humaines. Elles portent en elles une résistance au temps qui leur donne un aspect presque intemporel. Et dans cette intemporalité, elles s'inscrivent comme un lien entre deux mondes, celui que nous connaissons et celui plus ancien et plus mystérieux qui semble se dissimuler derrière la façade polie de la pierre. C'est vers ce monde invisible que conduit l'étude des ombres et des lumières glissant sur les faces de ces géants, un monde où le langage des étoiles pourrait bien être la clé qui relie la terre et le ciel. Au lever du soleil, le plateau de Gizeh se teinte d'or et d'ocre. Les premières lueurs accrochent les arêtes des pyramides comme si elles voulaient en souligner les lignes, révélant des angles qui, quelques heures plus tard, se fondront dans la lumière écrasante du jour. Dans ce bref moment, les monuments semblent parler par la langue la plus ancienne qui soit, celle des ombres. Elles se déplacent lentement sur la pierre, tracent des lignes invisibles dans l'air, se croisent, se séparent, disparaissent en... Ce ballet est si régulier qu'il évoque une mécanique céleste. Et si ces ombres avaient été pensées, calculées pour raconter quelque chose? Depuis longtemps, on sait que la grande pyramide est orientée presque parfaitement vers les points cardinaux. Mais ce que l'on remarque moins, c'est la manière dont la lumière interagit avec ses faces au fil de l'année. Lors des équinoxes, par exemple, le soleil se lève et se couche de façon à ce que l'ombre portée par une face coïncide presque exactement avec l'arête opposée, créant un effet de symétrie que l'on ne retrouve pas par hasard. Ce phénomène n'a de sens que si les bâtisseurs avaient observé le mouvement du soleil pendant de longues périodes et compris ses variations saisonnières. Plus étonnant encore, certaines études et observations indépendantes ont relevé que les proportions et l'inclinaison des pyramides produisent des effets lumineux spécifiques à des dates précises, comme si les monuments étaient aussi des instruments de mesure du temps. Les longues ombres du matin et du soir, en se déplaçant sur le plateau, semblent se pointer vers des points fixes, parfois alignés avec d'autres structures, d'autres vestiges, ou même des repères géologiques. Ce langage n'est pas fait de mots, mais d'alignements silencieux, perceptibles seulement par ceux qui savent regarder. L'exemple le plus frappant de cette relation entre architecture et lumière se trouve peut-être au Sphinx, dont l'orientation permet, lors de certains jours de l'année, que le soleil se lève exactement entre ses pattes, baignant son visage dans une lumière directe. Si cet effet est intentionnel, cela implique un calcul précis des positions solaires sur des siècles, voire des millénaires. Un tel savoir ne peut se transmettre que par une tradition d'observation continue, ancrée dans la vie même d'une civilisation. Mais le langage des ombres ne se limite pas au soleil. La nuit, sous la clarté des étoiles, les pyramides se découpent dans un noir presque parfait, et certaines de leurs arêtes semblent prolonger les lignes célestes. L'hypothèse la plus connue est celle de l'alignement avec la ceinture d'Orion, la disposition des 3 pyramides reproduisant, à une échelle terrestre, la position des 3 étoiles principales de cette constellation. Que cette correspondance soit volontaire ou non, elle ouvre un champ de réflexion fascinant. Et si ces monuments avaient été conçus comme un miroir de la voûte céleste, une sorte de carte du ciel figée dans la pierre, les anciens Égyptiens, on le sait, associaient Orion à Osiris, le dieu de la Renaissance et de l'au-delà. Cette correspondance symbolique pourrait expliquer pourquoi les monuments, à travers leurs ombres et leurs alignements, semblent raconter une histoire qui dépasse la vie terrestre. Les conduits étroits qui partent de certaines chambres internes et qui pointent vers des étoiles précises renforcent cette idée. La pierre n'était pas seulement un abri, mais un passage, une orientation vers un ailleurs cosmique. Si l'on considère cette possibilité, alors le langage des ombres prend une dimension nouvelle. Chaque mouvement de lumière et chaque ligne d'ombre pourrait en être un signe, un fragment d'un calendrier céleste, ou même un guide pour des rituels liés au cycle des astres. Dans cette perspective, les pyramides ne seraient
Pas de simples tombeaux, mais des lieux où le temps et l'espace se rejoignent, où l'homme peut, par l'architecture, se connecter à l'ordre cosmique. L'étude des ombres révèle aussi des subtilités moins connues. Par exemple, lors de certaines périodes, l'ombre de la grande pyramide peut atteindre et recouvrir partiellement la pyramide voisine. Cette interaction entre les monuments pourrait avoir été calculée, comme si chaque édifice n'était pas isolé, mais faisait partie d'une chorégraphie d'ombre et de lumière qui ne prend son sens qu'à l'échelle du plateau tout entier. Les alignements avec le lever et le coucher du soleil sur des points précis de l'horizon, montagnes lointaines, vallées ou même sites désormais effacés, suggèrent que le plateau de Gizeh était intégré dans un réseau plus vaste. Peut-être que d'autres monuments, aujourd'hui disparus, répondaient à ces signaux lumineux. Le langage des ombres aurait alors été parlé à l'échelle du territoire, reliant différents points de l'espace par des instants communs dans le temps. On pourrait croire que tout cela n'est que coïncidence. Mais la répétition, la constance et la précision des phénomènes observés plaident en faveur d'une intention. Les bâtisseurs auraient alors conçu leurs œuvres comme des interfaces entre la terre et le ciel, où chaque ombre n'était pas un hasard, mais une note dans une partition invisible. Dans d'autres cultures, on retrouve des constructions où la lumière joue un rôle similaire. Temples incas où un rayon solaire illumine un autel à une date précise, cercles mégalithiques où l'aube de solstice déclenche un effet visuel particulier. Ces parallèles montrent que l'observation des astres et leur intégration dans l'architecture sont des préoccupations universelles. Mais à Gizeh, cette intégration atteint un degré de complexité rarement égalé, tant par la taille des structures que par la finesse des effets produits. Peut-être que ce langage, aujourd'hui presque perdu, n'était pas destiné à être lu par les yeux seulement. Peut-être s'adressait-il aussi à l'imagination, à la mémoire collective, à la manière dont une civilisation se place dans le cosmos. Les ombres, en se déplaçant sur les pierres, pouvaient en marquer les moments où il fallait semer, récolter, célébrer ou se préparer à l'inondation d'une île. Elles pouvaient aussi rappeler que la vie humaine est un cycle, tout comme le sont les saisons et les trajectoires des étoiles. En observant le plateau à différentes heures, on perçoit que le jeu d'ombre et de lumière est d'une précision presque dérangeante. Ce n'est pas simplement la nature qui sculpte ces formes fugitives, mais bien un dialogue millénaire entre la pierre et le soleil, entre le sol et les étoiles. Un dialogue que l'on ne peut saisir qu'en acceptant de regarder lentement, patiemment, en laissant l'ombre raconter ce que les mots ne peuvent dire. Et peut-être, en suivant la trace des ombres, parviendra-t-on à rejoindre ces voix anciennes qui, avant toute écriture, savaient lire dans le ciel et traduire ces mouvements dans la pierre. C'est cette mémoire sans mots, transmise par la lumière et la géométrie, qui conduit vers les témoignages les plus étranges de l'Antiquité, ce qui évoque des bâtisseurs venus d'un autre âge, dont les œuvres semblent défier le récit que nous avons appris. Sur les marges du plateau, au-delà des lignes parfaites des pyramides et des temples de calcaire poli, s'éparpillent des traces qui ne semblent appartenir à personne. Des blocs à demi enfouis, des fragments de murs, des pierres gravées de signes indéchiffrables ou simplement marquées par l'usure du temps. Elles n'ont ni cartouche royale, ni mention claire d'un pharaon, ni repère chronologique assuré. Ces vestiges flottent dans un vide historique, comme si leurs auteurs avaient été effacés ou n'avaient jamais été connus. L'archéologie officielle les rattache parfois, par défaut, aux dynasties les plus proches géographiquement ou stylistiquement. Mais cette attribution ressemble souvent à un geste de prudence plus qu'à une certitude. Dans certains cas, les techniques de taille ou les assemblages diffèrent sensiblement des méthodes attribuées aux anciens Égyptiens. Les blocs, par exemple, présentent des surfaces d'une régularité surprenante ou des ajustements qui rappellent davantage certains mégalithes sud-américains qu'un chantier pharaonique classique. Certains de ces vestiges sont dissimulés aux yeux du public. Les zones d'accès restreints, protégées par des barrières ou simplement laissées à l'abandon, conservent des structures dont peu d'images circulent. On y voit des alignements de blocs massifs, parfois plus grands que ceux employés dans les temples attenants, posés de façon si précise que la lumière ne passe pas entre eux. D'autres, au contraire, sont grossiers mais étonnamment solides, comme si les bâtisseurs avaient choisi la robustesse brute plutôt que la finition esthétique. Parmi ces vestiges, on trouve aussi des bases étranges, comme si des monuments entiers avaient disparu, ne laissant que leur socle. Leur orientation, lorsqu'on la mesure, n'est pas toujours alignée avec celle des pyramides. Certaines bases semblent suivre un angle différent,
peut-être calé sur un lever d'étoiles ou un point géographique qui ne correspond plus aux repères actuels. Cette divergence pourrait indiquer que ces structures appartiennent à un âge antérieur, régi par un autre système de référence. Les textes anciens eux-mêmes reconnaissent, parfois à demi-mot, l'existence de constructions préexistantes. Des chroniques tardives, écrites des siècles après l'Ancien Empire, mentionnent des ouvrages des prédécesseurs ou un monument des premiers citants. Mais elles restent vagues, comme si les auteurs ne savaient pas eux-mêmes qui avait bâti ces œuvres, ou s'ils craignaient Chomine de nommer un peuple disparu. Le sphinx, dans cette perspective, est l'un des vestiges les plus troublants. Sa tête, manifestement retaillée, contraste avec l'ampleur et la forme du corps taillé dans le roc. Certains chercheurs avancent que le visage d'origine, usé par l'érosion, représentait peut-être autre chose, donc temps ou quelqu'un, bien avant d'être remodelé à l'image d'un pharaon. Les marques d'érosion hydrique visibles sur son corps et autour de son enclos semblent confirmer qu'il en était exposé à un climat humide, ce qui recule son origine à une époque où le désert n'existait pas encore dans cette région. En explorant plus loin, on découvre d'anciennes carrières dont les parois portent des traces mystérieuses. Les marques d'outils y sont différentes, plus profondes, plus régulières, comme si elles avaient été faites avec des instruments dont la force de coupe dépassait celle des outils de cuivre connus. Des entailles nettes côtoient dans tout des surfaces polies, parfois sur le même bloc. Ce mélange est assez difficile à expliquer dans un contexte pharaonique où les chantiers suivaient généralement dans des méthodes uniformes. Il y a aussi des fragments de colonnes ou de stèles sans inscription à demi brisées, dont la pierre provient de régions lointaines. Leur présence suggère que des matériaux ont été transportés ici depuis des centaines de kilomètres, bien avant que les dynasties égyptiennes ne développent un réseau logistique à grande échelle. Ces pièces, déplacées à une époque obscure, ont pu être réutilisées par la suite, intégrées dans d'autres constructions ou simplement abandonnées lorsque leur fonction initiale s'est perdue. Les vestiges sans auteur ne se limitent pas aux pierres. On trouve aussi des systèmes souterrains inachevés, tunnels ou chambres creusées dans le plateau, dont l'orientation ne correspond pas toujours aux structures visibles en surface. Certains s'enfoncent profondément, puis s'interrompent sans raison apparente, comme si l'œuvre avait été brutalement arrêtée. D'autres présentent des parois étrangement lisses, suggérant une méthode de creusement rapide et régulière. Certains chercheurs indépendants voient dans ces anomalies la preuve d'une occupation plus ancienne du plateau par une culture dont nous ignorons presque tout. Cette culture aurait laissé derrière elle des structures fonctionnelles, peut-être liées à l'eau, à l'astronomie ou à des rites oubliés, que les Égyptiens historiques auraient ensuite trouvés et adaptés. Dans cette hypothèse, les pyramides et les temples que nous connaissons seraient des ajouts tardifs posés sur un sol déjà façonné par d'autres mains. Le problème, c'est que ces vestiges résistent à toute classification nette. Leur style ne correspond pas clairement à d'autres cultures connues de la région et leur datation par les méthodes classiques est souvent imprécise à cause des restaurations et des réemplois de matériaux. Les couches d'histoire se superposent, brouillant la lecture des origines. Les traces d'un chantier antique peuvent être recouvertes par une construction plus récente et ce mélange rend presque impossible la reconstitution de la chronologie exacte. Malgré cette confusion, ces vestiges gardent une présence particulière. Ils semblent être les témoins muets d'un chapitre oublié, d'une période où le plateau de Gizeh ne ressemblait pas encore à ce que nous voyons aujourd'hui. Ils évoquent l'idée d'un site vivant, transformé à travers les âges, où chaque génération a ajouté, modifié ou effacé quelque chose. Mais sous ces couches visibles, il demeure peut-être une trame plus ancienne, celle d'un premier dessin, dont il ne reste plus que ces pierres anonymes. En marchant parmi elles, on a l'impression d'entrer dans une zone intermédiaire, un espace où le temps n'a pas d'ordre clair. Les pierres ne disent donc pas qui les a posées, ni dans quel but. Elles ne se plient pas au récit officiel, mais ne révèlent pas non plus leur vérité. Elles sont comme des phrases incomplètes dans un texte perdu, laissant au lecteur la tâche d'imaginer ce qui manque. Et c'est dans ce silence, dans ces absences, que se devine la transition vers un autre type de mémoire, celle qui ne se trouve pas dans les ruines elles-mêmes, mais dans les récits transmis à travers les générations, dans les légendes qui flottent autour de ces pierres, comme un voile posé sur un passé que nous ne pouvons qu'entrevoir. Lorsque le vent du désert se lève, il soulève des volutes qui semblent danser autour des pierres, les enveloppant d'un voile mouvant.
Le sable ne recouvre pas seulement la terre, il efface, adoucit et parfois protège. Il est l'archiviste patient d'un monde dont les pages sont en perpétuelle réécriture. Chaque grain est un fragment d'histoire, arraché à une roche lointaine, déplacé par les siècles, venu se poser ici pour sceller un secret ou dissimuler une trace. Sur le plateau de Gizeich, cette mémoire silencieuse ne se lit pas dans des textes, mais dans les murmures des légendes transmises à travers les âges. Les récits populaires, longtemps relégués au rang de curiosité folklorique, évoquent un temps où les pyramides existaient déjà avant que les premiers rois ne règnent. Dans certaines versions, elles seraient tant l'œuvre d'êtres d'une autre taille, d'une autre nature, parfois décrits comme des des géants ou des hommes d'avant le Nil. D'autres parlent de bâtisseurs venus d'un territoire englouti, contraints de fuir une catastrophe et d'ériger ces structures comme des marqueurs, des points fixes dans un monde qui changeait trop vite. Ces histoires, transmises de bouche à oreille, échappent à la rigueur des archives écrites, mais elles portent la patine du temps. Dans les villages proches du plateau, les anciens racontèrent encore, il y a quelques décennies, que les pyramides ne servaient en fait pas de tombeaux, mais de lieux de préservation. Ils disaient, pensait-on, que les sables les avaient protégés à plusieurs reprises contre la destruction, les ensevelissant presque totalement avant de les livrer à nouveau à la lumière. Ainsi, les monuments auraient en connu plusieurs cycles d'oubli et de redécouverte, comme si le désert lui-même participait à leur conservation. Cette idée n'est pas pure invention. Certaines structures secondaires autour des pyramides ont effectivement été retrouvées sous plusieurs mètres de sable, intactes malgré leur âge. Le sable, en se déposant, ne recouvre pas seulement la pierre. Il enfouit aussi les vestiges de routes, de murs, de jardins et de canaux qui entouraient autrefois le plateau. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un fragment d'un paysage plus vaste, dont la majeure partie dort sous une couche ocre. Les relevés au radar et les fouilles ponctuelles révèlent parfois des alignements de pierres ou des sols pavés qui prolongent l'architecture visible bien au-delà des zones connues. Dans ce contexte, il est possible que les pyramides fassent partie d'un complexe beaucoup plus grand dont seule la partie émergée résiste à l'ensevelissement. Les sables portent aussi la mémoire des catastrophes naturelles. Dans certaines couches, les archéologues ont trouvé des dépôts de sédiments inhabituels, contenant des fragments d'ossements d'animaux aquatiques ou des coquillages marins, vestiges d'un temps où l'eau avait submergé une partie du désert. Ces indices renforcent l'idée que le climat de la région a connu de violents bouleversements et que des civilisations entières ont dû s'adapter ou disparaître face à ces changements. Les légendes qui parlent de mers disparues et de affluents sans fin trouvent ainsi un étrange écho dans la géologie. La mémoire des sables se nourrit aussi des traces humaines, souvent involontaires. Des fragments de poterie, des outils usés, des inscriptions à demi effacées par l'abrasion se retrouvent parfois à la surface, transportés par le vent depuis des zones lointaines. Certains objets semblent appartenir à des périodes très différentes, comme si le désert brassait les âges, mélangeant les époques dans un désordre que seule une étude minutieuse peut espérer démêler. Les égyptologues du XIXe siècle, arrivant sur un plateau où une partie des structures était encore semi-enterrées, ont été frappés par l'impression que les pyramides surgissaient littéralement du sable, comme si elles venaient de renaître. Cette image, gravée dans leurs journaux et croquis, correspond curieusement à certaines histoires locales affirmant que le désert relâche ses secrets uniquement lorsque le moment est venu. Pour ceux qui y croient, ce relâchement ne serait pas aléatoire, mais lié à des cycles longs, peut-être cosmiques, où le vent et le temps travaillent ensemble à dévoiler ou à cacher ce qui doit l'être. La fonction du sable dans ces récits est presque celle d'un gardien. Les pyramides, sans lui, auraient été trop exposées, vulnérables à l'usure ou au pillage. Il est le rideau qui, de temps en temps, se lève pour montrer le décor, puis retombe pour le préserver. Dans cette vision, le désert n'est pas seulement une force de destruction lente, mais un allié invisible des bâtisseurs originels. Certains voyageurs arabes du Moyen-Âge rapportaient déjà avoir vu les pyramides partiellement enfouies et d'autres monuments à demi disparus sous les dunes. Leurs descriptions, souvent teintées d'ensemble de merveilleux, parlent de portes murées, de couloirs bouchés par des coulées de sable, de statues dont seule la tête ou les mains émergent. Ces images, loin de n'être que poétiques, reflètent un phénomène bien réel, l'ensevelissement progressif et parfois complet de structures entières. La mémoire des sables ne se limite pas aux monuments. Elle s'étend aux routes caravanières, aux villages abandonnés, aux oasis disparues.
Sous les dunes qui bordent Gizeh, il est possible que dorment encore des traces de l'occupation humaine, témoins d'un réseau d'activités liées aux monuments, mais antérieurs au récit pharaonique. Chaque tempête qui déplace le sable pourrait, par hasard, révéler un fragment de ce réseau. Une base de colonnes, un mur de briques crues, ou l'entrée oubliée d'un passage souterrain. Ce qui fascine, c'est la manière dont le sable, matière si mouvante, devient ici le gardien d'un passé fixe. Il enfouit pour préserver, puis révèle pour rappeler. Les peuples qui ont vécu dans le désert l'ont compris depuis longtemps. Leurs récits, même lorsqu'ils semblent fabuleux, reposent souvent sur des observations réelles, transmises et amplifiées par les générations. Dans cette tradition, les pyramides moslèdes ne sont pas des créations récentes, mais des monuments troubrouessécraintes trouvés dans le désert, déjà anciens, déjà porteurs d'un mystère que personne ne pouvait entièrement expliquer. Et lorsque le vent se calme, que les dunes reprennent leur forme immobile, on peut presque sentir, dans ce silence poudré, la présence des siècles. Le sable se referme comme un livre qu'on ne peut pas forcer à rouvrir. Pourtant, on sait qu'à la prochaine tempête, à la prochaine oscillation du climat, une autre page pourrait se révéler, et avec elle un fragment de vérité. C'est peut-être là que réside le lien le plus intime entre la mémoire des sables et l'histoire de Gizeh. Dans cette attente patiente, dans ce jeu de voilement et de dévoilement, où le passé n'est jamais perdu mais simplement tenu en suspens jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose vienne le réclamer. Et parmi ces pages enfouies, certaines pourraient bien contenir les indices d'un héritage encore plus ancien que les Égyptiens eux-mêmes auraient reçu et non créé. Il est possible que les Égyptiens historiques, ceux des dynasties que nous connaissons par les fresques et les papyrus, aient été moins les bâtisseurs des grandes pyramides que leurs héritiers. Héritiers d'un site déjà ancien, d'édifices dont l'origine se perdait dans un brouillard antérieur à leur propre mémoire. Lorsque les premiers pharaons se sont installés sur le plateau de Gizeh, ils auraient trouvé là un ensemble monumental déjà dressé, peut-être endommagé par le temps, mais encore suffisamment imposant pour inspirer respect et vénération. L'histoire officielle nous montre les pharaons comme des souverains bâtisseurs, mais il est rare que leurs inscriptions racontent la création des pyramides elles-mêmes dans leurs moindres détails. Les textes parlent plus souvent de restauration, de rénovation, de travaux d'entretien. Cette nuance est essentielle. On restaure ce qui existe déjà. On repeint des parois, on consolide des murs, on aménage des accès, mais on ne décrit pas l'élévation initiale, celle qui demande le savoir le plus complexe. Des indices matériels soutiennent cette hypothèse. Dans certains temples attenants aux pyramides, la base est composée de blocs immenses, parfaitement taillés et ajustés, tandis que les parties supérieures, ajoutées ou reconstruites plus tard, sont faites de pierres plus petites, moins régulières, liées au mortier. Cette différence de style et de technique entre les parties basses et hautes d'un même édifice évoque un chantier interrompu puis repris, ou une reprise en main par des mains moins expérimentées. On trouve aussi, dans certaines structures, des traces d'outils différents sur des pierres voisines. Des blocs portent des marques nettes, régulières, qui pourraient indiquer l'usage d'outils plus durs que le cuivre, alors que d'autres montrent les stries typiques du travail au burin en cuivre ou en bronze. Cela laisse penser que les phases de construction se sont étalées sur des époques très différentes et que des bâtisseurs postérieurs ont travaillé sur des œuvres antérieures sans maîtriser les mêmes techniques. Cette hypothèse des héritiers tardifs change notre perception du rôle des pharaons dans l'histoire du plateau. Ils n'auraient pas seulement été les commanditaires de nouvelles constructions, mais aussi les gardiens d'un héritage dont ils cherchèrent à s'approprier le prestige. En gravant leurs noms dans les temples, en érigeant des statues à leur effigie à proximité des monuments, ils inscrivèrent leur pouvoir dans la continuité d'un passé qu'ils revendiquaient, même s'il ne leur appartenait pas entièrement. Les textes anciens rapportent parfois que certaines œuvres majeures auraient été retrouvées ou ouvertes après avoir été fermées pendant de longues périodes. Des portes scellées auraient été brisées, des passages dégagés du sable, des salles réaménagées. Ce vocabulaire suggère moins la construction ex nihilo que la réoccupation d'un lieu déjà façonné. Dans certains cas, les archives royales mentionnent même que des prêtres avaient oublié la disposition intérieure de certains monuments et durent les redécouvrir, comme si la mémoire de leur agencement s'était perdue au fil des générations. Dans la symbolique pharaonique, revendiquer un monument ancien, c'était plus qu'un acte d'appropriation. C'était une façon de se placer dans un continuum sacré. Les pyramides, par leur stature et leur mystère, semblaient en être des points d'ancrage dans le monde, reliés au ciel et au cycle des dieux.
Qu'elles ayant été construites par les ancêtres connus ou par un peuple plus ancien, elles représentaient une force que le pouvoir royal pouvait absorber en y apposant sa marque. Les traces d'adaptation sont visibles aussi dans les couloirs et les chambres internes. Certaines sections présentent des changements de plan, comme si on avait modifié la destination initiale des espaces. Des portes bouchées, des couloirs détournés, des niches ajoutées. Ces altérations donnent l'impression qu'on a ajusté un plan préexistant à de nouveaux usages, peut-être pour y insérer des rites spécifiques au culte funéraire des pharaons ou pour répondre à des besoins logistiques différents. Le sphinx lui-même, avec son visage probablement retaillé à l'effigie d'un souverain, pourrait être l'exemple le plus visible de cette réappropriation. Le corps, usé par des siècles d'érosion hydrique, suggère une origine très ancienne, mais la tête, plus fine et moins érodée, indique une intervention beaucoup plus récente. Ce type de modification est exactement ce que ferait un héritier, conserver la structure majeure, mais y apposer une signature visible, inscrite dans l'esthétique et la symbolique de son époque. Si l'on suit cette logique, le rôle des pharaons change subtilement. Ils deviennent des restaurateurs de la mémoire matérielle plutôt que des créateurs absolus. Ils entretiennent et adaptent, tout en enveloppant de mythes et de récits, les monuments qu'ils héritent. Cela explique aussi pourquoi certains de ces mythes parlent d'édifices bâtis par les dieux ou venus d'avant le temps. Cette distance temporelle et symbolique permettait d'intégrer l'ancien dans un cadre religieux cohérent tout en préservant l'aura mystérieuse des origines. Pourtant, l'idée de simples héritiers ne réduit pas leur rôle. Au contraire, elle le rend plus fascinant. Car assumer un héritage que l'on ne comprend pas totalement exige de l'adapter, de le préserver, parfois même de le réinterpréter. Dans ce processus, les Égyptiens ont pu sauver de l'oubli des structures qui, sans eux, auraient été avalées par le désert ou démantelées pour servir de carrière de pierre. Leur action, même tardive, a été un pont entre deux époques, celle des bâtisseurs originels et celle des civilisations historiques que nous connaissons. Ce scénario expliquerait aussi pourquoi, dans les périodes tardives, on voit réapparaître des tentatives de construction de pyramides, mais avec des résultats bien moins durables. Les pyramides à degrés ou à face lisse des dynasties postérieures sont souvent moins stables, parfois effondrées, comme si la science initiale de la construction monumentale avait été perdue et remplacée par une imitation incomplète. Les Égyptiens essayaient de reproduire un modèle hérité, mais sans posséder tous les secrets qui lui donnaient ensuite sa perfection et sa longévité. En observant les monuments aujourd'hui, on peut voir cette superposition d'époques comme des strates visibles dans la pierre, des bases immenses et parfaitement calibrées, surmontées de parties plus modestes, parfois grossières, mais porteuses d'une volonté d'inscrire le présent dans l'héritage du passé. Les héritiers tardifs n'ont peut-être pas bâti la totalité de ces géants, mais ils ont contribué à les maintenir debout, à leur donner un sens dans leur propre époque et à prolonger leur existence jusqu'à nous. Et peut-être que, dans cette volonté de préservation et de revendication, ils ont laissé involontairement quelques indices. Des traces d'outils récents sur d'anciens blocs, des inscriptions ajoutées dans des couloirs déjà polis depuis des siècles, des réparations qui recouvrent des marques plus anciennes. Autant de signes qui, si on les lit avec attention, pourraient nous mener plus loin encore, vers un moment où le climat lui-même était différent et où la pierre portait l'empreinte de l'eau plutôt que du sable. Sous le soleil implacable d'Égypte, il est difficile d'imaginer que le plateau de Gizeh ait pu, un jour, connaître la fraîcheur de pluies d'eau régulières ou le murmure d'un climat humide. Pourtant, la pierre, elle, se souvient. Sur certaines faces des pyramides et dans les parois de l'enclos du Sphinx, on observe des marques qui ne sont pas le fruit du vent ni du sable, mais de l'eau. Des stries profondes, irrégulières, des arrondis dans la roche, comme si des torrents avaient ruisselé sur ces surfaces pendant des siècles. Cette observation a déclenché, au fil des décennies, de vifs débats. La science géologique est formelle. Un tel type d'érosion ne peut se produire que sous l'action prolongée de précipitations importantes ou de ruissellement continu. Or, les dernières périodes humides qu'a connues cette région se situent bien avant l'Ancien Empire, parfois de plusieurs millénaires. Si la pierre porte la marque de ces pluies, cela signifie que les structures existaient de côté déjà à cette époque reculée, exposées à un environnement radicalement différent de celui que nous connaissons. Autour de l'enclos du Sphinx, les parois rocheuses racontent une histoire silencieuse. Elles sont creusées en profondeur par des formes d'érosion arrondies, caractéristiques d'un lessivage progressif.
Ce n'est pas le genre de marque que laisse une crue brève, mais plutôt ce qu'on verrait après des siècles de pluie saisonnière. Cela implique non seulement un autre climat, mais aussi un autre paysage. Des plaines herbeuses, peut-être ponctuées de forêts clairsemées, et un Nil plus large, nourri par des pluies venues de régions aujourd'hui désertiques. Certains chercheurs ont cherché à relier cette signature géologique à des périodes climatiques connues, comme l'optimum climatique africain, il y a d'environ 9000 à 5000 ans, lorsque le Sahara était une savane habitée par une faune abondante et parsemée de lacs. Si les pyramides et le Sphinx existaient déjà à ce moment-là, alors leur origine remonterait à une époque où les cultures humaines de la région étaient encore largement pré-agricoles ou proto-agricoles, ce qui bouleverserait notre chronologie habituelle. L'eau en Égypte a toujours été un axe vital, mais dans l'imaginaire collectif, elle est surtout liée au Nil et à ses crues. Pourtant, les marques observées à Gizeh n'évoquent pas une inondation ponctuelle comme celle provoquée par le fleuve. Elles témoignent d'un contact constant et prolongé avec l'humidité. L'architecture elle-même montre des indices de cette relation ancienne avec l'eau. Certaines zones basses semblent conçues pour canaliser ou retenir des liquides, comme si elles avaient eu, à un moment, une fonction hydraulique ou rituelle impliquant l'élément aquatique. Dans certaines chambres internes, les chercheurs ont relevé des dépôts minéraux typiques d'une présence d'eau stagnante ou circulante. Ces traces, souvent ignorées, pourraient indiquer que ces espaces ont été, volontairement ou non, inondés à une époque lointaine. Peut-être s'agissait-il de bassins rituels ou de dispositifs liés à l'observation astronomique via la réflexion de la lumière sur l'eau. Dans d'autres hypothèses, l'eau aurait pu être utilisée comme outil de construction, facilitant le transport ou le levage des blocs par flottabilité partielle. L'eau joue aussi un rôle symbolique majeur dans les traditions les plus anciennes. Dans de nombreuses cultures, elle est associée à la création, à la régénération, au passage vers l'au-delà. Si les monuments de Gizeh datent vraiment d'une époque humide, il est possible que leur conception ait intégré cette dimension sacrée, avec des liens entre l'architecture et les cycles aquatiques. L'alignement de certaines structures pourrait ainsi être lié non seulement au soleil et aux étoiles, mais aussi au point où l'eau apparaissait ou disparaissait au fil de l'année. Les alentours du plateau montrent aussi des signes discrets mais éloquents. Des fragments de coquillages fossilisés et de restes de poissons d'eau douce ont été retrouvés dans des couches de sédiments proches de la surface, parfois même à des niveaux où l'on pensait ne trouver que du sable éolien. Ces découvertes, si elles sont authentiques et correctement datées, confirment qu'un écosystème aquatique prospérait ici bien avant que le désert ne prenne le dessus. Le contraste entre cette mémoire humide et le paysage aride actuel rend le site encore plus énigmatique. Cela signifie que les bâtisseurs, quels qu'ils soient, ont conçu leurs œuvres dans un contexte climatique qui ne correspond pas du tout à celui que nous imaginons pour l'Égypte antique. Ce décalage pourrait expliquer certaines anomalies architecturales. Des aménagements qui semblent inutiles aujourd'hui pouvaient avoir une fonction évidente dans un environnement plus humide. Si l'on accepte l'idée que ces monuments précèdent l'ère aride, on doit alors envisager qu'ils ont traversé une transition climatique majeure. Passer d'un monde verdoyant et arrosé à un désert de pierre et de sable a dû modifier en profondeur la manière dont ces structures étaient perçues et utilisées. Les Égyptiens historiques auraient hérité de monuments conçus pour un autre climat et les auraient réinterprétés selon leurs propres besoins et croyances, détachés de leur fonction initiale. Certaines théories plus audacieuses suggèrent que ce lien ancien entre la pierre et l'eau n'était pas seulement utilitaire ou symbolique, mais qu'il servait aussi à transmettre un message. Les marques d'érosion, intentionnelles ou non, deviendraient alors un calendrier géologique gravé dans la roche, rappelant aux générations futures qu'un changement climatique peut transformer un monde fertile en désert en l'espace de quelques millénaires. Dans cette perspective, les pyramides et le Sphinx seraient autant des monuments que des témoins, conçus pour durer au-delà des cycles climatiques. Le vent, en séchant la pierre et en déposant le sable, a effacé peu à peu cette mémoire humide. Mais dans les fissures les plus profondes, dans les zones protégées de la lumière et de l'air, subsistent des empreintes minérales que l'aridité n'a pas pu détruire. Ces signatures sont invisibles à l'œil nu, peuvent être lues par la science moderne comme on lit un texte effacé. Elles racontent un passé où l'eau et la pierre coexistaient
se façonnaient mutuellement, laissant derrière elles un paysage aujourd'hui méconnaissable. Et dans cet écho lointain, il y a peut-être plus qu'un simple souvenir géologique. Il y a la trace d'un monde oublié, d'une époque où le désert n'était pas encore roi, et où les géants de pierre de Gizeh se reflétaient peut-être dans des eaux calmes, guettant le passage lent des saisons sous un ciel où l'humidité nourrissait la vie. C'est ce monde disparu que les marques d'érosion, obstinées et muettes, continuent de murmurer à ceux qui savent les voir. Le plateau de Gizeh, vu depuis le ciel, offre un visage que l'œil du visiteur au sol ne peut saisir. Les pyramides, le sphinx, les temples et les allées visibles ne sont que la partie émergée d'un ensemble plus vaste, où chaque élément semble répondre à un autre, parfois à des centaines de mètres de distance. Mais sous cette surface familière, il existe un réseau d'ombres et d'espaces cachés, un tissu invisible que seule une cartographie patiente peut espérer dévoiler. Depuis le milieu du XXe siècle, les techniques d'études non invasives ont commencé à révéler ce que le sable et la pierre avaient regardé secret pendant des millénaires. La prospection radar, les mesures gravimétriques, les sondages sismiques ont dessiné une autre image de Gizeh, celle d'un lieu non pas isolé mais connecté où des galeries, des cavités et des chambres se répartissent sous les monuments comme les racines d'un arbre invisible. Certaines de ces anomalies souterraines semblent se trouver directement sous les pyramides, d'autres en marge du plateau, parfois à des profondeurs considérables. Les relevés montrent par endroits des zones de densité plus faibles dans la roche, indiquant des vides ou des matériaux différents. Certaines cavités ont une forme régulière, presque géométrique, ce qui suggère une origine artificielle. D'autres sont irrégulières, comme creusées dans la roche brute et pourraient être naturelles ou remodelées par l'homme. Ce qui frappe ces c'est la répartition de ces espaces. Plusieurs suivent dans des axes qui prolongent ceux des pyramides ou des temples, comme si les structures souterraines et de surface formaient un seul plan cohérent. Les cartes établies par les missions scientifiques, souvent partielles et fragmentaires, laissent entrevoir une organisation plus complexe que ce que l'on imagine. Certaines lignes d'alignement semblent pointer vers le Nil, tel qu'il coulait il y a plusieurs millénaires, avant que son lit ne se déplace. D'autres correspondent à des points astronomiques, renforçant l'idée que le plateau entier pourrait être conçu comme une représentation terrestre de relations célestes. Ce plan invisible inclurait alors à la fois le ciel, la surface et le sous-sol. Les anciens Égyptiens, dans leur représentation symbolique, associaient souvent le monde visible et le monde souterrain. Les temples avaient leurs parties émergées, consacrées aux cérémonies, et leurs cryptes ou chambres cachées, réservées aux initiés. Si Gizeh suit cette logique, les pyramides que nous voyons pourraient n'être que les parties hautes d'un ensemble beaucoup plus vaste, dont le cœur actif se trouverait sous la surface. Il existe aussi des indications d'anciennes voies de communication souterraines. Des couloirs, parfois bouchés ou effondrés, relieraient des zones aujourd'hui séparées par le sable ou par des constructions plus récentes. Certains témoignages du XIXe siècle évoquent donc des passages découverts par hasard lors de fouilles ou de travaux, puis rapidement refermés pour des raisons de sécurité ou de préservation. La mémoire de ces découvertes s'est estompée, mais leurs traces persistent dans les archives de certaines expéditions. Cartographier l'énigme de Gizeh, ce n'est pas seulement dessiner ses structures, c'est aussi comprendre ses proportions. Les distances entre les pyramides, la hauteur de chacune, l'orientation des temples, tout semble obéir à une logique interne. Plusieurs chercheurs ont noté que les rapports entre certaines mesures reproduisent donc des constantes mathématiques, comme si l'ensemble formait un schéma codé. Ce code pourrait n'être compréhensible que si l'on inclut les structures souterraines dans l'équation. En élargissant la carte au-delà du plateau, on remarque aussi des alignements possibles avec d'autres sites de la vallée du Nil. Certains points de Gizeh semblent correspondre, à grande échelle, à des positions d'édifices situés à plusieurs kilomètres, comme si tous faisaient partie d'un réseau planifié. Si cette hypothèse est correcte, alors Gizeh n'est pas un lieu isolé, mais un nœud majeur dans une trame monumentale couvrant une vaste portion de l'Égypte ancienne, ou d'un territoire plus ancien encore. Ce qui rend cette cartographie particulièrement difficile, c'est l'absence de documents anciens décrivant la disposition d'origine du site. Les cartes les plus anciennes que nous possédions, dessinées par les voyageurs grecs ou arabes, montrent déjà un plateau partiellement enseveli.
Les bâtiments annexes, les murs d'enceinte, les chemins d'accès peuvent avoir été déplacés ou reconstruits à différentes époques, modifiant la lecture du plan initial. Le sable, encore une fois, joue ici le rôle d'un archiviste capricieux. Il efface certaines lignes tout en préservant d'autres. Les images satellites récentes, en captant des variations de couleur ou de densité dans le sol, permettent de deviner l'emplacement de structures enfouies. Parfois, ces images révèlent des formes géométriques parfaites. Rectangles, cercles, lignes droites qui n'ont rien de naturel. Mais entre l'hypothèse et la confirmation, il y a le fossé que seule une fouille méthodique peut combler. Les scientifiques les plus prudents rappellent que les anomalies détectées peuvent avoir des causes naturelles. Le plateau est traversé de fissures, de poches de calcaire moins denses, de cavités creusées par l'eau à une époque humide. Distinguer le naturel de l'artificiel demande une accumulation de preuves convergentes. Mais cette prudence n'efface pas le fait que certaines de ces structures, par leur régularité, semblent difficilement attribuables au hasard. Certains passionnés avancent que l'ensemble du site pourrait fonctionner comme une carte à grande échelle, représentant non seulement des étoiles, mais aussi des points géographiques d'importance. Dans cette lecture, chaque monument visible ou enfoui correspondrait à un élément d'un dessin global. Les pyramides seraient alors les repères majeurs et les structures mineures, parfois invisibles, compléteraient la figure. Cette idée, pionnassant bien que spéculative, gagne en intérêt lorsqu'on observe que certains points semblent correspondre à des distances proportionnelles à celles entre étoiles d'une même constellation. Cartographier l'énigme, c'est aussi accepter de ne jamais posséder une carte définitive. Le site est vivant, dans le sens où le sable, les fouilles, les découvertes et les reconstructions modifient constamment ce que nous en percevons. La carte que l'on trace aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Les zones interdites à la recherche aujourd'hui pourraient, dans un siècle, livrer leurs secrets, et inversement. Ce travail de reconstitution rappelle celui des astronomes qui tentent de recréer le ciel tel qu'il apparaissait, il y a des milliers d'années. On ne peut pas le voir directement, on ne peut que le déduire à partir des indices actuels, des modèles et de la logique des cycles. Le plateau de Gizeh, avec ses strates visibles et invisibles, exige la même approche, une reconstruction patiente, où chaque ligne, chaque point doit être vérifié, relié, replacé dans un ensemble plus vaste. Ainsi, derrière la carte visible que tout visiteur emporte dans sa mémoire, il existe une autre carte, incomplète, mouvante, pleine de zones d'ombre. Elle n'est pas seulement topographique, elle est aussi temporelle. Chaque tracé correspond à une époque, chaque alignement a une intention. Et au centre de ce labyrinthe de repères, il y a peut-être un dessin global, conçu pour traverser les âges et continuer de défier ceux qui cherchent à en percer le sens. Il est des formes qui se répètent à travers le temps et l'espace, comme si des mains éloignées les unes des autres avaient puisé dans une même source invisible. Les pyramides de Gizeh, avec leurs bases carrées et leurs faces inclinées, convergeant vers un sommet, ne sont pas uniques dans leur conception. On retrouve des silhouettes similaires sur d'autres continents, séparés par des océans et par des milliers d'années d'histoire officielle. Ce constat, simple en apparence, soulève pourtant l'une des questions les plus troublantes. Pourquoi cette forme et pourquoi si souvent ? En Amérique centrale, les temples pyramides mayas et aztèques dominent encore les jungles, bien que marqués par l'érosion et la végétation. Leurs marches abruptes et leurs plateformes rituelles diffèrent de la pureté géométrique des pyramides égyptiennes. Mais elles partagent avec elles la monumentalité, l'orientation astronomique et la fonction symbolique. Certaines sont alignées sur le lever ou le coucher du soleil à des dates précises, d'autres sur des étoiles ou des points de l'horizon liés aux cycles agricoles et religieux. Comme à Gizeh, la pierre y sert autant à mesurer le temps qu'à ancrer le pouvoir dans l'espace. En Asie, les pyramides de Chine, souvent recouvertes de végétation et peu connues du grand public, présentent elles aussi des orientations calculées et des dimensions colossales. Certaines datent officiellement de l'époque des premiers empereurs, d'autres pourraient remonter à une période plus ancienne, selon les analyses de terrain. Les légendes locales parlent parfois de bâtisseurs venus d'un âge mythique, d'architectes célestes ou de souverains dont la lignée se perd dans les brumes du passé. Plus mystérieuses encore sont les structures mégalithiques éparpillées à travers le globe, qui bien que n'ayant pas la forme stricte d'une pyramide partagent la même ambition, érigées dans la pierre des masses qui défient le temps. Les mégalithes d'Amérique du Sud, avec leurs blocs cyclopéens parfaitement ajustés, rappellent par certains aspects les techniques d'Adé observées dans les temples proches des pyramides égyptiennes. À Sacsayhuaman, au Pérou, d'énormes pierres polies,
s'emboîtent comme si elles avaient été moulées, sans mortier et sans faille visible, un savoir-faire qui évoque les assises massives du temple de la vallée à Gizeh. Ces résonances ne prouvent pas une connexion directe entre les civilisations, mais elles intriguent. Elles laissent entrevoir deux possibilités. Soit des cultures très éloignées ont, chacune de leur côté, découvert des solutions architecturales similaires en réponse aux mêmes défis. Soit elles ont hérité, d'une manière ou d'une autre, d'un modèle commun venu d'un passé plus ancien que leurs histoires respectives. Cette seconde hypothèse, bien que spéculative, s'appuie sur des indices troublants. Alignements astronomiques identiques, proportions géométriques comparables, usage d'unités de mesure qui, parfois, semblent se rapprocher. L'idée d'un savoir partagé ou transmis à travers les âges par des voies inconnues trouve aussi un écho dans les mythes. Presque toutes les grandes civilisations possédaient des récits parlant d'un peuple venu d'ailleurs, d'un autre continent, d'une île disparue, ou même du ciel qui aurait enseigné aux hommes l'art de bâtir, de mesurer, d'aligner avec les étoiles. Dans ces récits, les monuments ne sont pas seulement des constructions, mais des ancrages entre deux mondes, le terrestre et le céleste, le matériel et l'immatériel. En Afrique de l'Ouest, bien loin de l'Égypte, on trouve aussi des constructions anciennes, plus modestes en taille, mais portant des alignements similaires au mouvement du Soleil et de certaines étoiles. Ces parallèles invitent à se demander si l'idée d'inscrire le ciel dans la pierre n'est pas un réflexe universel de l'humanité, un langage commun perdu dans la dispersion des cultures. Les échos d'autres mondes ne sont pas uniquement visuels ou structurels, ils se manifestent aussi dans les techniques de travail de la pierre. Certaines marques, laissées par des outils ou des procédés, se retrouvent dans des lieux séparés par des milliers de kilomètres. Des traces d'usinage circulaires sur des blocs d'Andalousie ou du Moyen-Orient rappellent celles observées sur des pierres taillées en Égypte. Des formes de polissage et d'assemblage identiques apparaissent à Stonehenge, à l'île de Pâques et dans certaines citadelles andines. Si l'on suppose que ces similarités sont le fruit d'un échange ancien, il faut alors imaginer des routes ou des réseaux de communication aujourd'hui disparus. Des routes maritimes, peut-être, reliant des côtes aujourd'hui submergées, ou des routes terrestres passant par des zones qui sont désormais des déserts. Cela impliquerait que des peuples préhistoriques aient possédé une maîtrise de la navigation et de l'orientation bien plus avancée que ce que l'archéologie leur accorde. Mais ces échos peuvent aussi être compris comme le produit d'une même nécessité. La forme pyramidale, par exemple, est naturellement stable et répartit efficacement le poids, ce qui en fait un choix logique pour des constructions monumentales. Les alignements astronomiques, eux, découlent d'un besoin universel de mesurer le temps et les saisons, vital pour l'agriculture et la survie. Ce pragmatisme partagé pourrait expliquer pourquoi des peuples isolés ont produit des œuvres si semblables. Toutefois, il n'explique pas entièrement la précision extrême que l'on retrouve dans certains alignements, ni la récurrence de proportions mathématiques complexes. En comparant Gizeh à ces autres sites, on découvre aussi des différences importantes. Les pyramides égyptiennes, par leur taille, leur perfection géométrique et leur absence d'ornementation extérieure à l'origine, se distinguent de presque toutes les autres. Leur dépouillement suggère une fonction plus conceptuelle ou scientifique que simplement cérémonielle. Les pyramides mésoaméricaines, en revanche, sont ornées de reliefs et de sculptures, souvent dédiées à des divinités clairement identifiées. Cette différence pourrait indiquer que, même si l'inspiration générale était partagée, les usages et les symboles associés varièrent grandement d'une culture à l'autre. Ce réseau invisible d'échos architecturaux dessine une carte qui ne correspond pas à celle des nations modernes. Il ignore les frontières tracées bien plus tard et relie entre eux des points qui, pour nous, semblent isolés. Suivre ces points, c'est s'engager dans une exploration qui ne se limite pas à la géographie. C'est interroger la mémoire collective de l'humanité, la part de notre passé qui reste hors de portée des archives écrites. Gizeh, dans ce contexte, apparaît comme l'un des centres de résonance de cette carte. Non pas forcément le point de départ, mais l'un des lieux où ces savoirs, qu'ils soient tant nés sur place ou venus d'ailleurs, ont atteint une forme presque parfaite. Les autres sites, dispersés dans le monde, en seraient entre des variations, adaptées aux matériaux locaux, aux croyances et aux besoins de chaque peuple. Ce jeu de miroir entre continents nourrit l'idée qu'il existe peut-être un fil conducteur, un code universel gravé dans la pierre, que les cultures anciennes ont su lire et appliquer. Un code qui ne s'exprime pas seulement en dimension ou en angle, mais aussi dans la relation intime entre la construction et son environnement naturel. Le soleil, les étoiles, l'eau,
le relief. Si ces échos nous parlent encore aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas seulement le fruit du hasard ou de la convergence technique, mais la trace d'une mémoire plus vaste que celle des nations, une mémoire planétaire qui affleure à travers les pierres et les alignements. Et au cœur de cette résonance, Gizeh demeure un accord majeur, un point où l'harmonie entre la terre et le ciel a été gravée avec une précision qui, des siècles plus tard, continue d'interroger. Il existe dans l'histoire des monuments un paradoxe silencieux. Plus une œuvre est ancienne, plus les traces de ceux qui l'ont créée tendent à disparaître, comme si le temps travaillait à dissocier l'objet de ses auteurs. Les pyramides de Gizeh ne font pas exception. Elles se dressent dans la lumière crue du désert, intactes dans leur forme générale, mais dépourvues de la moindre signature indiscutable. Pas de fresque décrivant le chantier, pas de relief montrant les artisans à l'œuvre, pas de récit gravé dans la pierre relatant leur édification. Rien qui puisse fixer un visage, un nom, une date. Les mains qui les ont bâtis semblent avoir été effacées. Cette absence est d'autant plus étrange que l'Égypte antique, dans toutes ses autres réalisations, n'a jamais manqué de se raconter. Les temples regorgent de cartouches royaux, de listes de conquêtes, de récits minutieux de cérémonies. Les tombeaux des nobles et des artisans sont ornés de scènes de la vie quotidienne, de représentations détaillées des métiers, des outils, des offrandes. Mais pour les pyramides, monuments parmi les plus impressionnants du monde antique, le récit de leur naissance reste dans l'ombre. Certains chercheurs avancent que cette lacune pourrait être volontaire. Dans cette hypothèse, les bâtisseurs originels appartenaient à une époque, voire à une culture, dont les codes d'expression n'étaient l'un pas ceux des Égyptiens historiques. Peut-être ne gravaient-ils pas leur mémoire dans la pierre, préférant d'autres supports, plus fragiles, aujourd'hui disparus. Ou peut-être la nature même de leur œuvre excluait toute signature, un monument sacré, conçu comme une offrande à des forces supérieures qui ne devaient pas être associées à des individus mortels. D'autres envisagent un effacement postérieur. Les pharaons, en prenant possession de monuments déjà existants, auraient-ils pu supprimer ou recouvrir toute marque antérieure afin de revendiquer l'édifice comme leur propre héritage. Cette pratique n'était pas rare en Égypte. On sait que certains souverains ont fait gratter les noms de leurs prédécesseurs sur les murs des temples pour y inscrire le leur. Appliquée aux pyramides, une telle appropriation aurait pu effacer toute trace des bâtisseurs originels. Il y a aussi l'hypothèse d'un effacement par le temps, plus lent mais tout aussi efficace. Les milliers d'années d'érosion, de sable, de restauration et de réutilisation auraient pu faire disparaître des inscriptions initiales si elles existaient. Des blocs extérieurs, arrachés ou réemployés dans d'autres constructions, auraient pu emporter avec eux les rares marques visibles, laissant la masse nue et muette que nous voyons aujourd'hui. Pourtant, quelques indices peu ténus persistent, comme des échos lointains d'une présence oubliée. Dans certaines carrières associées au chantier des pyramides, on a retrouvé des marques de tailleurs de pierre, des signes gravés à la hâte, parfois simples et rudimentaires. Mais ces marques sont rares, et leur lien direct avec les monuments reste difficile à établir avec certitude. Sont-elles l'œuvre des bâtisseurs originels ou de ceux qui sont venus plus tard pour réparer et restaurer ? Les mains effacées des accents ne laissent pas seulement un vide matériel, elles ouvrent un espace pour l'imagination. Dans ce silence, chacun projette ses propres hypothèses. Les sceptiques y voient une conséquence logique du passage du temps et des pratiques de réutilisation. Les plus audacieux y perçoivent le signe d'une origine bien plus ancienne, appartenant à une époque qui ne laissait pas de traces comparables à celle de l'Égypte pharaonique. Dans les traditions orales, on retrouve parfois l'ombre de ces mains disparues. Les légendes locales parlent de premiers bâtisseurs venus avant les pharaons, d'hommes au savoir immense dont le nom s'est perdu mais dont l'œuvre subsiste. Dans certains récits, ces êtres ne sont pas de simples mortels, ils viennent de terres lointaines, voire d'un autre monde, et repartent en une fois leur tâche accomplie, laissant derrière eux des structures dont la fonction exacte échappe à ceux qui les découvrent. Le mythe se mêle ici à l'archéologie. Des comparaisons sont faites avec d'autres monuments dont les auteurs restent inconnus. Mégalithes isolés, citadelles cyclopéennes, temples sans archives. Partout, l'absence de récits écrits ou iconographiques ouvre la porte à des interprétations qui dépassent le cadre de l'histoire académique. On retrouve ce même sentiment d'énigme au Machu Picchu, à Göbekli Tepe, ou dans certaines ruines englouties s'abat sous la mer. Ce qui frappe à Gizeh, c'est l'écart entre la perfection technique des monuments et le vide de documentation.
Une œuvre aussi colossale aurait nécessité une organisation sans précédent. Carrière, transport, levage, ajustement millimétrique de millions de blocs. On s'attendrait à ce qu'un tel exploit soit immortalisé dans des reliefs, chanté dans des hymnes, inscrits dans la mémoire collective avec fierté. Au lieu de cela, les pyramides apparaissent dans les textes égyptiens comme des données déjà acquises, des monuments faisant partie du paysage sacré, presque comme si elles avaient toujours été là. Cette absence pose une question subtile. Et si les bâtisseurs eux-mêmes ne s'étaient pas considérés comme des auteurs au sens où nous l'entendons ? Peut-être voyaient-ils leur rôle comme celui de simples exécutants d'un plan qui les dépassait, un plan conçu dans une tradition si ancienne que la notion même de propriété de l'œuvre n'existait pas. Dans ce cas, leur disparition des archives ne serait pas un oubli, mais la conséquence logique d'une culture qui ne valorisait pas l'individu mais l'œuvre elle-même. Les mains effacées sont partout dans l'histoire humaine, mais à Gizeh, leur absence prend un poids particulier, car ici la matière a survécu au souvenir. Les pierres se dressent toujours, défiant les millénaires, tandis que ceux qui les ont taillées, déplacées, assemblées, ont disparu jusque dans le moindre nom. Leur silence devient presque palpable lorsque l'on se tient au pied de ces masses et que l'on imagine les gestes répétés des artisans, les voix sur le chantier, les ordres donnés et suivis. Tout cela s'est évanoui, ne laissant qu'une surface lisse, lavée du temps. Et peut-être est-ce là l'un des plus grands mystères de Gizeh, cette dissociation entre l'œuvre et son auteur, comme si les monuments avaient été conçus pour exister indépendamment de ceux qui les ont faits. Comme si, dès leur origine, leur but avait été de traverser les âges, non pas pour témoigner d'un règne ou d'un nom, mais pour porter un message muet, destiné à être compris bien après que les mains qui l'ont gravé aient disparu. Ce vide, loin de clore l'histoire, ouvre un chemin vers les découvertes récentes qui remettent en question nos certitudes, car à mesure que la science affine ses outils, elle révèle des détails et des anomalies qui ne cadrent pas avec le récit établi, comme si les pierres elles-mêmes cherchèrent à nous dire que leurs auteurs n'étaient pas tout à fait ceux que nous croyons. Les pyramides de Gizeh, si solidement enracinées dans la pierre et dans le désert, ont toujours semblé appartenir à la certitude. Elles sont là, visibles, palpables, mesurables. Pourtant, lorsqu'on s'aventure à en sonder l'histoire réelle, cette certitude se fissure. Les faits se mêlent aux hypothèses, les mesures aux interprétations, et l'impression d'évidence cède peu à peu la place à une hésitation presque palpable. La science, face à ces géants muets, avance avec prudence. Parfois trop pour répondre aux questions que leur silence impose. Depuis les premières explorations du XIXe siècle, chaque progrès technique a semblé promettre une révélation définitive. On pensait que les fouilles méthodiques allaient de livrer des preuves irréfutables, inscriptions, outils, traces de chantier. On croyait que les premières datations par le carbone 14 allaient y fixer une chronologie indiscutable. Mais au lieu de réponses claires, ces méthodes ont souvent apporté des résultats ambigus ou contradictoires, alimentant davantage les débats que les certitudes. Les datations, par exemple, posent un problème fondamental. Les pierres elles-mêmes, taillées dans le calcaire ou le granit, ne peuvent être directement datées par le carbone 14. On doit se contenter d'analyser des résidus organiques, morceaux de bois, fibres, traces de charbon, trouvés dans les mortiers ou dans les couches de remplissage. Ces matériaux, souvent mélangés, peuvent provenir de périodes bien postérieures à la construction initiale, ou même de restaurations effectuées des siècles plus tard. Ainsi, certaines datations officielles reflètent peut-être non pas l'édification, mais la réparation. De même, les études géologiques sur l'érosion du Sphinx et de certaines pierres de Gizeh suggèrent dans des expositions prolongées à un climat humide, incompatible avec la chronologie pharaonique traditionnelle. Les partisans de cette hypothèse avancent tantôt des dates qui remonteraient à 7000 voire 9000 ans avant notre ère. Mais ces conclusions restent de contester, car elles supposeraient l'existence d'une culture capable de bâtir à cette échelle bien avant l'émergence des civilisations reconnues. Les institutions académiques, prudentes, refusent d'intégrer ces résultats dans le récit officiel tant que d'autres preuves directes ne viennent les appuyer. L'imagerie moderne, qu'il s'agisse de radars pénétrant le sol, de myographie ou de scans laser, a ouvert de nouvelles perspectives. On a ainsi détecté des cavités, des anomalies structurelles, des vides à l'intérieur ou sous les pyramides que les plans traditionnels ne mentionnaient pas. Certaines de ces découvertes ont été confirmées par plusieurs équipes, mais leur interprétation reste incertaine.
S'agit-il de chambres cachées d'origine, de zones laissées vides pour alléger la structure ou de simples poches naturelles dans la roche? Les chercheurs hésitent à trancher, et les autorités égyptiennes, soucieuses de protéger l'intégrité des monuments, n'autorisent pas toujours des explorations intrusives qui pourraient endommager la pierre. Il en résulte une tension permanente entre la curiosité scientifique et la conservation patrimoniale. D'un côté, on sait que des réponses se trouvent peut-être derrière ces murs, dans ces vides encore inexplorés. De l'autre, chaque intervention comporte un risque, et percer un bloc vieux de plusieurs millénaires ne peut se faire à la légère. Ainsi, nombre de pistes restent en suspens, figées, enserrées dans un entre-deux où la science, consciente de ses limites, préfère attendre plutôt que de risquer une perte irréversible. La question des outils et des méthodes de construction illustre également cette hésitation. Les expériences de reconstitution ont montré qu'il est possible, avec des moyens simples, de déplacer et d'ajuster des blocs de plusieurs tonnes, mais rarement avec la précision extrême observée à Gizeh. On peut imaginer des rampes, des leviers, des traîneaux, mais les preuves archéologiques de leur usage à grande échelle restent ténues. Les rares reliefs représentant des chantiers datent souvent d'époques plus récentes et concernent des constructions bien plus modestes. Il existe aussi des anomalies matérielles qui échappent à l'explication simple. Certaines pierres de granit, par exemple, présentent des traces de coupe qui semblent correspondre à des outils plus durs que le cuivre. Des marques régulières, presque mécaniques, apparaissent sur certains blocs, comme si des lames ou des disques abrasifs avaient été utilisés. Ces détails nourrissent des hypothèses controversées. Soit des techniques aujourd'hui perdues les ont été employées, soit nos ancêtres disposaient de moyens plus avancés qu'on ne le pense. Mais faute de preuves matérielles directes, d'un outil conservé, d'un atelier identifiable, la science préfère parler de techniques inconnues plutôt que de réécrire l'histoire. Cette prudence méthodologique a un prix. Elle laisse le champ libre aux interprétations les plus diverses, certaines solidement argumentées, d'autres purement spéculatives. Les amateurs passionnés, les chercheurs indépendants et les auteurs d'hypothèses alternatives remplissent les vides laissés par la science officielle avec des récits parfois séduisants, parfois invérifiables. Entre ces deux pôles, la rigueur prudente et l'imagination libre, le public navigue dans une zone grise où l'incertitude devient presque une part de l'attrait. Les archives elles-mêmes ne sont pas exemptes de zones d'ombre. Des fouilles anciennes, mal documentées, ont pu détruire ou disperser des indices précieux. Des artefacts découverts au XIXe siècle ont disparu dans des collections privées ou se trouvent aujourd'hui dans des réserves de musées, étiquetées sans précision ou oubliées. Cette perte d'informations rend difficile toute vérification moderne et alimente le sentiment que des pièces importantes du puzzle sont manquantes. Il faut aussi reconnaître que la science n'est pas à l'abri de ses propres biais. Les modèles établis influencent les interprétations. Lorsqu'un chercheur se place dans la chronologie classique, il est plus enclin à écarter les données qui la contredisent, les rangeant dans la catégorie des anomalies isolées. Inversement, un chercheur déjà convaincu d'une origine plus ancienne aura tendance à voir dans chaque détail une confirmation de sa thèse. Cette dynamique crée un paysage où l'objectivité totale est difficile à atteindre, surtout dans un domaine où les enjeux symboliques et culturels sont si forts. Et pourtant, c'est dans cette hésitation que réside une partie de la richesse du mystère, car elle témoigne du fait que, malgré des siècles d'études, Gizeh n'a pas livré tout ce qu'elle avait à dire. Les pyramides restent, pour la science, un laboratoire à ciel ouvert, où chaque nouvelle technique d'exploration promet de réduire l'inconnu, tout en révélant de nouvelles questions. Ces zones d'incertitude ne sont pas un échec, mais le signe que nous sommes face à une œuvre qui dépasse nos repères habituels. En acceptant que la science hésite, on admet aussi que notre regard sur le passé est en constante évolution, et que ce qui semble aujourd'hui certain pourrait demain être remis en question par un détail inattendu, un fragment, une mesure, une découverte surgissant de la pierre ou du sable. Et c'est peut-être dans cet entre-deux, dans cette frontière mouvante entre le connu et l'inconnu, que se prépare la prochaine étape, un retour aux cycles anciens, à la manière dont certaines civilisations concevaient le temps non pas comme une ligne droite mais comme un cercle, où chaque époque peut renaître de ses cendres. Il est naturel pour nous qui vivons dans le présent de concevoir le temps comme une ligne, un début, une suite d'événements, une fin. Pourtant, dans de nombreuses cultures anciennes, le temps n'était pas perçu comme un fleuve allant vers l'aval, mais comme une roue. Les saisons, les cycles des astres, les crues et les sécheresses, les naissances et les morts, tout se répétait.
Ce n'était pas une succession irréversible, mais un éternel retour. Si l'on observe les pyramides de Gizeh à travers cette idée, elles ne sont peut-être pas seulement des monuments d'un passé lointain, mais les repères visibles d'un cycle bien plus vaste, que nous n'avons pas encore compris. Les mythes égyptiens, eux-mêmes regorgent de récits où le temps s'efface ou recommence. Osiris, démembré puis reconstitué, revient à la vie. Le soleil, englouti chaque soir par le monde souterrain, renaît à l'aube. Le dieu solaire, Ré, accomplit chaque jour la même traversée céleste, et les fêtes religieuses rejoutent inlassablement les mêmes drames sacrés. Cette répétition n'est pas un simple rituel. Elle reflète une vision profonde où les événements, tôt ou tard, reviennent dans une forme similaire. Si l'on imagine que cette conception s'appliquait aussi aux monuments, les pyramides pourraient être plus que de simples tombeaux ou repères astronomiques. Elles pourraient être des ancrages dans ce cycle, des points fixes autour desquels l'histoire tourne et se répète. Dans cette lecture, leur but ne serait pas seulement de traverser le temps, mais d'être prêtes à reprendre leur rôle à chaque retour d'un cycle majeur, qu'il soit astronomique, climatique ou spirituel. Les alignements avec certaines étoiles, comme ceux de la ceinture d'Orion, prennent alors une autre dimension. Ces étoiles ne se trouvent pas éternellement à la même position dans le ciel. À cause de la précession des équinoxes, leur place apparente se déplace lentement au fil des millénaires. Ainsi, un alignement parfait à une époque donnée se défait avec le temps, pour se reformer des milliers d'années plus tard. Cette idée qu'un monument puisse attendre le retour d'une configuration céleste pourrait expliquer pourquoi certaines orientations semblent plus précises pour des dates bien antérieures à celles de l'Ancien Empire. La même logique pourrait s'appliquer au cycle climatique. Les marques d'érosion hydrique sur le Sphinx et les monuments environnants indiquent qu'ils ont connu des périodes de pluie prolongées suivies par le retour de l'aridité. Si l'on accepte que le climat fonctionne aussi en cycle long, il est possible que le plateau ait déjà vu plusieurs alternances entre fertilité et désert. Les pyramides, dans ce contexte, ne seraient pas seulement les témoins d'un monde disparu, mais aussi les jalons d'un cycle qui pourrait revenir. Certaines traditions orales, transmises dans des régions éloignées de l'Égypte, évoquent l'idée que le monde a connu plusieurs âges séparés par des catastrophes. Ces âges ne s'enchaînent pas de manière linéaire. Ils forment une série de renaissances où la civilisation revient, parfois sous une autre forme, mais avec des échos du passé. Les monuments anciens, disent ces récits, ne sont pas seulement des vestiges, ce sont des balises placées pour guider les générations futures après chaque effondrement. Cette notion de balise temporelle s'accorde étrangement avec certaines caractéristiques de la Grande Pyramide. Sa taille, sa forme et sa précision en font un objet presque indestructible à l'échelle humaine. Même en cas de destruction partielle, sa silhouette resterait visible de loin, et son orientation conserverait ses repères célestes. Ainsi, elle pourrait continuer à remplir une fonction de repère bien après la disparition de la culture qui l'a construite. On pourrait aussi envisager que la transmission des savoirs ait été pensée de manière cyclique. Si une civilisation savait que le temps ramène les mêmes conditions, elle aurait pu graver ses connaissances dans la pierre, non pour ses contemporains, mais pour ceux qui, dans un lointain futur, se retrouveraient dans une situation similaire. Dans ce cas, les pyramides seraient autant des archives que des monuments, mais des archives codées dans la forme, la proportion et l'orientation, plutôt que dans l'écriture directe. Cette hypothèse n'est pas étrangère à d'autres traditions anciennes. Chez les Mayas, par exemple, le calendrier rituel et le calendrier solaire s'entrecroisent pour former des cycles plus longs, dont certains s'étendent sur des milliers d'années. Dans l'Inde ancienne, les yugas décrivent des âges cosmiques successifs qui reviennent inlassablement. Dans les mythes nordiques, le monde est détruit par le Ragnarök pour renaître ensuite, semblable et pourtant différent. L'Égypte, avec sa vision du temps circulaire, s'inscrit dans cette même intuition. Rien n'est totalement nouveau. Tout revient. Si l'on suit cette idée, le rôle des pyramides pourrait dépasser la mémoire d'un seul peuple. Elles pourraient appartenir à un réseau de monuments dans le monde, chacun conçu pour résister à l'usure et transmettre, par sa simple présence, le message qu'un cycle est sur le point de se refermer ou de recommencer. Les alignements, les proportions et même l'emplacement précis sur la Terre pourraient être des éléments de ce code, compréhensibles seulement pour ceux qui savent en lire les signes. Il est possible que nous vivions aujourd'hui à un moment où certains de ces cycles approchent de leur point de retour.
Le ciel, le climat, les variations de la Terre suivent des rythmes que nous commençons seulement à comprendre pleinement. Les pyramides, immobiles, continuent de pointer vers le ciel, comme si elles attendaient que nous les interpellions avec les bonnes questions. Celles qui ne portent pas seulement sur leur construction, mais sur la raison de leur présence même. Cette perspective change la manière dont on voit leur histoire. Peut-être qu'elles n'ont pas été construites une seule fois, à un seul moment, mais qu'elles sont le résultat de plusieurs phases, chacune correspondant à un cycle différent. Des peuples successifs auraient pu les restaurer, les adapter ou même les reconstruire partiellement, sans jamais altérer leur fondation ni leur orientation, de peur de briser le rôle qu'elles jouent dans ce mouvement éternel. Ainsi, le temps circulaire ne serait pas seulement une croyance ou un symbole, mais un principe d'architecture. Les pyramides, en intégrant ce principe, seraient conçues pour fonctionner à travers les âges, comme des cadrans qui ne marquent pas les heures d'un jour, mais les millénaires d'un monde. Et si nous savons les observer, elles pourraient nous indiquer non pas seulement d'où nous venons, mais aussi où nous retournons. Et dans ce retour, il y aurait peut-être aussi un avertissement, une mémoire enfouie dans la pierre, destinée à ceux qui vivront la répétition du cycle, afin qu'ils reconnaissent dans le présent les échos du passé. Car, comme le rappellent les anciens mythes, celui qui ignore que le temps est circulaire est condamné à revivre les mêmes événements sans jamais en comprendre le sens. Sous la lumière fixe du désert, les pyramides et le sphinx ne sont pas seulement des pierres dressées contre le ciel, ils se tiennent là comme des veilleurs immobiles, tournés vers un horizon qu'aucun œil humain ne saurait lire pleinement. Ils semblent avoir été placés pour durer, non seulement comme œuvre d'architecture, mais comme présence, presque comme des êtres veillant sur quelque chose que nous ne voyons plus. Ces gardiens n'ont ni parole, ni geste, mais leur silence contient une tension, celle d'un rôle qui perdure depuis des millénaires, intact malgré l'oubli de ceux qui l'avaient redéfini. Les anciens Égyptiens attribuaient aux monuments un pouvoir qui dépassait leur matérialité. Un temple, un obélisque, une statue ne sentaient pas seulement de la pierre sculptée, c'était un corps dans lequel une force, une essence pouvait résider. On parlait de la bouche de la statue qui pouvait être ouverte par des rituels permettant à l'esprit qu'elle incarnait d'agir dans le monde. Si l'on applique cette logique aux monuments de Gizeh, ils ne sont pas de simples repères, ce sont des entités dans le paysage, dotées d'une fonction qui n'appartient ni au hasard ni à la seule esthétique. Le sphinx est peut-être l'exemple le plus évident de ce rôle de gardien. Sa posture, à la fois détendue et alerte, évoque un animal prêt à se lever au moindre signe. Son regard fixe vers l'est attendant le lever du soleil pourrait symboliser la surveillance du cycle éternel du jour et de la nuit ou un lien avec des événements astronomiques précis. Mais son enclos, creusé profondément dans le plateau, et les traces d'érosion qui marquent ses flancs laissent entendre qu'il est bien plus ancien que ce que l'on croit. Dans ce cas, sa fonction de gardien pourrait avoir précédé même l'ère pharaonique, protégeant un savoir ou un lieu dont la mémoire s'est effacée. Les pyramides elles-mêmes peuvent être vues comme des gardiennes. Leur masse colossale, leur stabilité, leur orientation, tout concourt à les rendre inaltérables face au temps. Elles dominent l'horizon et semblent former un rempart contre l'oubli. On pourrait imaginer qu'elles surveillent non pas l'extérieur mais l'intérieur, un contenu, une connaissance, un objet ou un ensemble de données codées dans la pierre. Leur rôle serait alors de protéger, non d'attaquer, d'être les coffres-forts immobiles d'une mémoire antérieure à notre histoire écrite. Dans certaines traditions ésotériques, les monuments de Gizeh sont perçus comme des points d'ancrage énergétique, marquant des intersections entre la terre et le ciel. Dans cette perspective, les gardiens veillent non seulement sur un espace physique, mais aussi sur une configuration invisible, un alignement entre des forces, naturelles ou cosmiques, qui doivent rester en équilibre. Si cet équilibre venait à se rompre, la fonction des gardiens serait de le restaurer, ou du moins de signaler que le désordre est en cours. Il existe également une lecture plus pragmatique de cette notion de gardien, celle du contrôle territorial et symbolique. Dans l'Antiquité, les voyageurs arrivant par le Nil voyaient les pyramides de loin, bien avant d'atteindre Memphis ou le plateau de Gizeh. Leur simple présence affirmait la puissance et la permanence du pouvoir qui les revendiquait. Comme des sentinelles, elles annonçaient que l'on pénétrait dans une terre régie par un ordre, un savoir, une autorité. Cependant, si l'on admet que ces monuments pourraient
être plus anciens que l'Égypte pharaonique, alors leur rôle de gardien prend une dimension plus vaste. Ils ne protégeraient pas seulement un royaume ou une dynastie, mais une mémoire, peut-être un héritage destiné à survivre au cycle de destruction. Leur orientation vers les étoiles, leurs proportions codées, leurs matériaux résistants au temps ne seraient pas seulement des prouesses techniques, mais des moyens de traverser les millénaires sans perdre leur fonction première. Les gardiens silencieux ne sont pas inactifs. Leur action est lente, presque imperceptible à l'échelle humaine. Ils agissent en influençant la perception, en imposant leur présence à tous ceux qui les voient. Leur silence attire la question, nourrit la curiosité, pousse à chercher ce qui se cache derrière. Ainsi, ils remplissent une mission paradoxale, garder un secret tout en incitant à le percer. Les mythes rapportés par certains auteurs de l'Antiquité évoquent parfois l'existence de salles cachées sous les pyramides ou le sphinx, renfermant des archives d'un peuple ancien ou des instruments venus d'un âge oublié. On raconte que ces salles ne pourraient être ouvertes qu'à un moment précis, ou par ceux qui possèdent la clé, non pas une clé matérielle, mais la compréhension d'un certain langage, d'une certaine science. Si ces récits ont une part de vérité, alors les gardiens silencieux n'attendent pas seulement de veiller, mais de transmettre, au moment opportun, à ceux qui sauront lire leurs signes. Dans un autre registre, certains chercheurs modernes considèrent que le rôle de gardien peut se traduire en termes d'information. Les pyramides, par leurs dimensions, leurs proportions et leurs alignements, contiendraient des données astronomiques, géographiques ou mathématiques encodées dans la pierre. Ce message, figé dans une forme indestructible, pourrait traverser les âges bien mieux que n'importe quel texte ou carte. Les monuments deviendraient ainsi les gardiens d'un savoir universel, accessible seulement à ceux capables de le décoder. On pourrait alors se demander « gardien de quoi, exactement ?» D'un trésor matériel, d'un savoir scientifique, d'une mémoire spirituelle, peut-être de tout cela à la fois. Les civilisations anciennes ne séparaient pas nettement le sacré, le scientifique et le symbolique. Une seule œuvre pouvait être à la fois un temple, un observatoire, un tombeau et une archive. Les pyramides et le sphinx, dans cette logique, seraient des entités polymorphes, assumant simultanément plusieurs rôles, visibles et invisibles. Et si ces gardiens ont traversé les âges, c'est peut-être parce qu'ils ont su se rendre nécessaires à chaque époque. Les pharaons y ont vu des symboles de leur puissance. Les conquérants étrangers y ont lu la grandeur d'un peuple qu'ils voulaient dominer. Les voyageurs y ont trouvé un mystère digne d'être rapporté. Et aujourd'hui encore, quand ils captent notre regard, nous rappelant qu'une part essentielle de notre passé nous échappe. Ils ne parlent pas, mais leur silence n'est pas vide. C'est un silence qui retient, qui protège, qui observe. Un silence qui, depuis des millénaires, s'est mêlé au vent du désert et au mouvement du soleil, comme pour rappeler que ce qu'ils gardent n'est pas seulement une relique, mais un fragment d'une histoire beaucoup plus vaste, une histoire qui, peut-être, attend encore d'être reconnue. Et dans cette attente, on sent poindre une direction, celle d'un horizon qui ne se limite pas au passé, mais qui invite à réfléchir à ce qui vient. Car si les gardiens silencieux veillent depuis si longtemps, Zenekra, ce n'étant et peut-être pas seulement pour protéger ce qui fut, mais pour préparer ce qui doit advenir. Au-delà de l'étendue sableuse, là où le ciel se fond avec la terre dans un flou incertain, s'ouvre une ligne invisible, un seuil. Les pyramides, dressées face à cet horizon, semblent en être les annonciatrices. Elles ne pointent pas seulement vers un passé lointain, mais vers un avenir que nous n'avons pas encore appris à lire. Leur présence figée dans le désert pourrait être moins une réminiscence qu'un signe adressé à ceux qui viendront après nous, un message dont la clé n'est peut-être pas encore forgée. Depuis toujours, nous avons tendance à tourner les pyramides vers nos interrogations rétrospectives. Qui les a construites ? Pourquoi ? Comment ? Mais si ces monuments étaient tout autant tournés vers ce qui doit arriver, si leur géométrie, leurs proportions et leurs alignements n'étaient pas seulement le souvenir d'un savoir ancien, mais aussi une carte, une anticipation d'événements futurs. L'idée peut sembler audacieuse, mais elle s'inscrit dans une logique que nombre de civilisations anciennes partageaient. Le passé et l'avenir ne sont pas des territoires distincts, mais des reflets l'un de l'autre. L'hypothèse selon laquelle la Grande Pyramide renferme un codage mathématique a souvent été explorée. Certains chercheurs ont relevé que ces dimensions, rapportées à l'échelle de la Terre,
correspondent avec une précision surprenante à des données astronomiques ou géodésiques, la circonférence terrestre, la durée d'une année, l'inclinaison de l'axe planétaire. Et si ces chiffres n'étaient non pas seulement destinés à mesurer le monde tel qu'il était, mais aussi à anticiper ses transformations, les variations du climat, le déplacement lent des pôles, la récurrence de cycles astronomiques pourraient avoir été intégrés dans ce code. Un regard attentif sur l'orientation des pyramides révèle une fidélité presque parfaite au nord vrai, un alignement qui ne peut être atteint qu'avec des observations précises du ciel. Or, la position apparente des étoiles change au fil des millénaires à cause de la précession. Cela signifie que l'alignement initial n'était pas figé dans l'absolu. Il marquait un moment particulier, une configuration astronomique précise, peut être choisie comme repère pour un événement à venir. Les architectes, qu'ils soient égyptiens ou héritiers d'une tradition plus ancienne, auraient pu concevoir leur monument pour signaler le retour futur de cette configuration. Dans de nombreuses traditions, les monuments ne sont pas seulement destinés à durer, mais à s'activer symboliquement à un moment déterminé. L'activation ne signifie pas un mouvement mécanique, mais un changement dans leur rôle symbolique ou leur fonction rituelle. Dans cette perspective, l'horizon avant nous n'est pas une ligne vide. C'est un rendez-vous fixé avec des événements cycliques, qu'ils soient cosmiques, géologiques ou même culturels. Si l'on admet que les pyramides participent d'un tel rendez-vous, la question devient: que sommes-nous censés comprendre ou accomplir lorsque ce moment arrive ? Peut-être que leur but n'est pas de livrer directement une réponse, mais de nous pousser à retrouver les moyens de la formuler. Le simple fait de nous interroger sur leur fonction nous oblige à examiner la manière dont nous percevons le temps, l'histoire et notre place dans la continuité des civilisations. Le Sphinx, avec son regard immuable vers l'Est, renforce cette impression de veille. Chaque matin, il assiste au lever du soleil, comme s'il attendait un jour particulier où ce lever se produirait à un point précis de l'horizon, signe que le cycle attendu touche à sa fin. De tels repères solaires ou stellaires ont existé dans d'autres cultures. Les alignements de Stonehenge, par exemple, marquent les solstices et équinoxes, mais aussi des configurations plus rares. Peut-être le plateau de Gizeh joue-t-il un rôle similaire, mais sur une échelle de temps bien plus longue. On peut aussi envisager un horizon qui ne soit pas strictement physique, mais conceptuel. Si les pyramides ont été construites pour résister à l'effondrement des civilisations, elles pourraient aussi être destinées à réapparaître dans notre conscience collective à des moments de crise, lorsque l'humanité se trouve confrontée à des choix décisifs. Dans ce sens, l'horizon avant nous n'est pas seulement une date astronomique, mais une étape dans notre développement, un seuil où nous devons décider quelle forme prendra notre avenir. Certains auteurs ont avancé l'idée que les monuments anciens pourraient fonctionner comme des messages à longue portée, non seulement pour les générations humaines, mais pour d'éventuels visiteurs venus d'ailleurs, ou pour nous-mêmes, dans un futur si éloigné que nos sociétés actuelles n'existeraient en plus. Dans cette optique, les pyramides sont des phares silencieux, conçus pour émettre leur signal non par des mots, mais par la permanence de leur forme et la précision de leurs proportions. L'horizon avant nous pourrait donc être double, un moment où des conditions astronomiques, climatiques ou culturelles se rejoignent, et un moment où notre compréhension atteint un seuil suffisant pour décoder ce que ces monuments disent depuis toujours. Les deux ne sont peut-être pas indépendants. Il se peut que l'un déclenche l'autre. Il existe dans certains mythes l'idée que le savoir est toujours donné à l'humanité par étapes, lorsque le temps est mûr. Donner ce savoir trop tôt entraînerait sa perte ou son détournement. Ainsi, l'horizon ne serait pas une simple date, mais un état de maturité collective. Les pyramides, dans ce cadre, veillent et patientent, indifférentes au siècle, jusqu'à ce que nous soyons capables de comprendre non seulement leur architecture, mais la vision du monde qui les a engendrés. Dans le désert, l'horizon paraît toujours proche, mais il recule à mesure qu'on avance. Peut-être est-ce là l'une des leçons implicites des pyramides. Le but n'est pas seulement d'atteindre ce qui se trouve au loin, mais de se transformer en chemin. Ainsi, l'horizon avant nous pourrait ne jamais être un point fixe à atteindre, mais un processus qui nous pousse, génération après génération, à élargir notre regard et notre mémoire. Alors, lorsque nous parlons de ce qui nous attend, il ne s'agit pas seulement d'un futur abstrait. Il est possible que cet horizon ait déjà été vu, déjà franchi, par d'autres civilisations avant nous. Nous serions alors les héritiers d'une longue chaîne de passages, chaque époque laissant derrière elle ses propres monuments, ses propres gardiens, ses propres avertissements. Et si nous parvenons à lire dans les lignes de pierre de Gizeh ce qui y a été inscrit,
peut-être aurons-nous, nous aussi, quelque chose à laisser sur cet horizon, pour ceux qui viendront après.